Bonjour à tous et à chacun. Hajj 2018, Paul Biya fait un geste à l'endroit des pèlerins. Face à la presse hier, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, a assuré que le chef de l'État vient de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le déploiement des pèlerins. L'octroi de 7600 valises à 2500 pèlerins et encadreurs, 56 kg de charges seront donc accordés à chaque pèlerin contre 40 l'an dernier. Les billets d'avion ont été revus à la baisse. Les primes des encadreurs passent de 55 000 à 75 000. Et puis, 3 avions gros porteurs vont donc être mis à disposition de ces différents pèlerins et encadreurs-là pour le Hajj 2018. Paul Biya qui vole au secours donc de ces pèlerins-là. On parle également ce matin de cette sortie de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et de son président, donc Dr Chemouta Banda, qui fustige la situation actuelle dans les régions du sud-ouest et du nord-est du Cameroun en relativement à la crise anglophone. Et donc la commission dénonce les bévures militaires et les villages incendiés. Elle regrette également la résurgence, madame, messieurs, des enlèvements malgré la forte présence militaire. On peut aussi dire ce matin qu'elle regrette que les membres de la commission n'aient pas pu avoir accès à Youktabe et compagnie. Donc voilà une nouvelle sortie sur la crise anglophone, sur le théâtre de la crise anglophone qui interroge ce matin sur ce programme 10-12 le Zénith. C'est ça le thermomètre pour démarrer cette édition du 9 mai 2018. Oui, le vaisseau spatial paré pour le voyage avec l'équipe à bord. Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopossi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Luc Magloire Mbaraga Tangana, ministre du Commerce. Comment comprendre que chaque fois que vous descendez à Douala, après votre passage, il y a une hausse drastique et spectaculaire des prix de première nécessité? Que se passe-t-il véritablement? Envoyez vos brigades dans les rayons, les étalages et les étals. C'est grave. C'est à se demander que foutent et que font les contrôleurs de prix qui sont bien chargés de vérifier la conformité des prix pratiqués sur le terrain avec ceux indiqués par la tutelle, à l'occurrence ici le ministère du Commerce. Ainsi donc, Charlamel vous invite à être là à 10h30 pour La Colère. C'est une chronique sans concession sur des faits de société, mais également de la vie publique au Cameroun. Également sur ce plateau ce matin, madame, monsieur Florazé, bonjour et bienvenue, madame. Merci, Eric Fopoussi. Bonjour à vous. Bonjour à Charlamel Ambombo qui est à tendance. Bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, je vais saluer, dire bonjour au sous-préfet de la localité de Batchenga. On est dans la Léquier parce que de ce côté, un important stock évalué à plusieurs tonnes de faux médicaments a donc été saisi de ce côté. Et pour vous imaginer, l'information aussi sur la toile relayée par les médias fait le buzz. On est plutôt satisfait de ce type de descente, de réaction. Ça prouve qu'on pourra sortir à un moment donné de ce type de cette léthargie dans laquelle on est désormais plongé. Non, oui, et qui nous plonge justement dans certains conflits quand on parle de santé au Cameroun. Les faux médicaments, on en parle régulièrement sur ce plateau. D'ailleurs, nous sommes l'émission porte-parole de ces problèmes liés aux médicaments, aux faux médicaments, aux médicaments de la rue. Donc, Florazé, vous, le rendez-vous, c'est à partir de quel moment? Parce que j'ai 11h pour la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi. 11h, précisément 11h06 minutes. Alors, aujourd'hui, pour ce mercredi, on va respecter le chrono. 11h06 minutes pour la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi. Donc, j'ai un gros souci de mémoire. J'ai un trouble de mémoire. Heureusement, je suis là. Mais vous y croyez, là? Non, mais non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, elle a été bien eue, Florazé, ce matin. Également sur le plateau, Boro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Paul Biya doit démissionner. Les propos ne sont pas de moi. C'est la une de la nouvelle expression de ce matin.
Nos confrères traduisent là les propos tenus par l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, qui invite les peuples africains à ne plus voter les chefs d'État qui ont plus de 70 ans. Voilà. Voilà, et justement, à la vue de cette une de la nouvelle expression, là encore très bien inspirée comme toujours, parce que la titraille est toujours assez excellente et très excellente avec la nouvelle expression. Je me suis dit, que valent ces propos de Kofi Annan? Est-ce quelle incidence ces propos pourraient avoir dans la vie politique des États africains qui subissent cet état de fait? Est-ce que c'est un appel au peuple de pouvoir se mobiliser pour... Oui. Parce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies avait donné des conseils à ces présidents-là pour quitter le pouvoir afin d'éviter l'alternance avec violence. Ils ne veulent pas maintenant, ils interpellent les pays, les peuples qui ont le bulletin de vote. Très bien. Boro Bengan qu'on va retrouver tout au long de l'émission avec, comme vous le savez, hein, la sagesse et la connaissance qui lui colle à la peau comme réputation quotidienne. Lançons ce programme ce matin, madame, monsieur, avec l'histoire du jour. Et quand j'annonce l'histoire du jour, je vous sens tout de suite très bien installé. Également... Tendance Cogne, la voyageuse, est bien là ce matin, avec le sourire comme on peut le voir à l'écran. Bonjour et bienvenue. Qui t'a dit qu'elle sourit, Eric? Non, mais je te vois sourire. Ah non, c'est normal de sourire. Une femme doit sourire, une femme ne doit pas rire. Quand une femme rit trop, on la trompe. Oui, la femme doit sourire. La femme qui est en train de rire dans le couloir. Non. C'est pas du tendance, ça. Il y a des moments où il faut sourire, être nerveuse, ne pas trop rire. Ah oui. Non, mais attends, c'est quoi le but de ce que tu fais là maintenant? Non, c'est un message. Non, c'est pas un message. C'est pas un message. Il n'y a aucun projet. J'ai décidé de commencer cette émission. Parce que j'ai cru qu'il y avait une réunion. J'ai cru qu'à la réunion hier, on t'a fait encore... On t'a fait quelque chose encore. Pour les filles, ma réunion à l'heure. Non, pas. J'ai un dossier pour les filles. Là, demain, je relance. Je ne peux pas laisser. D'accord. Parce que tu peux pas être avec ta meilleure copine. Elle envoie ses photos à ton mari. Je vais publier ça. Elle envoie, j'ai vu. Tu as envoyé la photo. Tu as envoyé ta photo comme ça. Au mari de ta copine. Je vais publier, je vais t'identifier dedans. Ce n'est même pas de ça qu'on parle ce matin. Le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est que j'étais à Bepanda, Va. Pour les gens qui connaissent le Cameroun. Après Bepanda, 3 Bahamas. Tu longes. Tu pars tout droit. Tu arrives à Va. Bébé Royal Diamant. Sème le désordre de ce côté. Bébé Royal Diamant. La mère bébé Diamant Royal a dit qu'elle préfère mourir. Que au lieu qu'on tape son enfant, mais on la tape. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit que l'enfant de qui? Mais 9 mois de grossesse. Tous les gigologues du Cameroun m'ont touché. J'ai même vu les urines du serpent parce qu'il cherchait l'enfant et tu le touches. Non, c'était mieux que tu le tapes. Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme. C'est une dame, c'est une femme qui est devenue folle hier parce qu'on a touché son bébé Diamant. Qui a tapé? C'est son mari? Non, c'est sa voisine. Donc ils sont dans une mini-cité. Il y a eu un problème. Les enfants jouaient au balcon. Elle avait décortiqué son pistache, mettre dans le plateau, laisser au balcon. Quand les enfants ont commencé à jouer, elle était là et disait que jouer comme ça que personne ne verse mon pistache. Parce que si quelqu'un verse le pistache, je vais couper ses oreilles. Quand on a les enfants qu'on accouche aujourd'hui là, ça n'a même pas fait quelques secondes. Le pistache s'est versé, quittant du balcon jusqu'en bas. Quand elle est sortie, elle a pris la ceinture. Elle a fouetté bébé Diamant, fouetté ses 2 enfants. Fouetté aussi l'enfant de la voisine. Non, c'est 4 enfants qui ont semé la terreur. Mais l'acteur principal du film, c'est bébé Royal Diamant. D'accord. Donc elle a fouetté tous les 4 enfants. Royal a pleuré, parti chez eux, voir sa mère. Donc l'enfant est parti chez eux en pleurant. Quand sa mère se dit que mais c'est encore quoi? Ma mère voulait te dire que c'est la mère de Poupina qui m'a tapé. Hein? La mère de Royal est sortie qu'avec le short et le foulard. Donc elle a porté le t-shirt, le short et le foulard. Que si tu as mon message avec transmettre, ne passe pas par mon enfant.
Qui t'a dit qu'on doit toucher mon enfant? C'est même qui a tapé l'enfant et dit que maman, je croyais que j'éduquais nos enfants. Parce que ce n'est pas seulement Royal que j'ai tapé. J'ai aussi tapé l'enfant de tel. J'ai aussi tapé mes propres enfants. J'ai donné 500 coups à chaque enfant. Elle dit qu'au lieu qu'on tape mon enfant, mieux on la tape. Jusqu'à là, dit qu'elle peut faire mourir. Les deux se sont chamaillés jusqu'on a mené l'affaire chez le chef du quartier Momo. Donc c'est le chef du quartier qui a tranché l'affaire. Chère dame, est-ce que c'est normal de taper, je ne sais pas si elle va parler sa correction, de donner une correction en tapant l'enfant de la voisine ou encore l'enfant du voisin? Est-ce que c'est normal d'avoir les crises parce qu'on a corrigé son enfant, parce qu'on a tapé l'enfant un peu? Elle dit qu'elle a donné que 500 coups. 500 coups, ce n'était pas 10 coups. Elle dit qu'elle n'a pas tapé. Elle n'a même pas mis les bleus sur l'enfant. Qu'elle a juste tapé comme elle a tapé les autres enfants. Donc, où elle est là, où je suis là, je vais vous poser la question. Si la dame a eu raison d'aller pour le scandale chez la mère des Royales, jusqu'à le chef du quartier, jusqu'on est parti chez le chef du quartier, c'est lui qui a tranché l'affaire. Vous avez la parole. À vous le clavier. Non, pas le clavier. Ce qu'on a un message sur le téléphone, c'est le clavier, Flora. Oui, à vos claviers. Oui. À vos claviers. On attend vos empreintes et vos claviers. Donc les gens qui vont envoyer un message. À vos claviers. J'en ai terminé. Je vais commencer cette discussion, cet échange, ce sujet qu'on va éplucher de fond en comble ce matin en taquinant un tantinet Borobengan, en évoquant et en mettant en perspective, en lumière, la Convention des Nations Unies de Genève sur les droits des enfants de 91 qui stipule et met en évidence donc ces questions liées à la torture des enfants, aux sévices qu'on pourrait faire subir aux enfants, à la violence que pourrait subir un enfant. D'ailleurs, dans ce cadre-là, cette convention-là le dit pour davantage fustiger ces différentes pratiques qu'on pourrait faire aux enfants en règle générale. Donc, quand j'ai dit ça, je sais que tout à l'heure je serais répondu dessus, mais bon, alors Chalamel Bachou, la question ce matin, elle est tout à fait importante, puisque on n'est plus sur le débat, doit-on ou non corriger un enfant à travers une punition corporelle. Ce n'est pas le débat. Le débat est beaucoup plus, on va le dire, plus bas. Est-ce qu'on doit laisser une autre personne que le parent ou bien la personne qui est chargée de s'occuper de l'éducation de l'enfant officiellement, se charger d'administrer une punition corporelle donc à un enfant? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, il y a trop d'occidentalisation dans votre question. Trop d'occidentalisation. Je rappelle que ma question est ouverte. Non, je dis il y a trop d'occidentalisation. La bonne question devait être, que représente l'enfant? C'est un enfant qui a moins de 10 ans. Et je vous ai dit, un enfant de moins de 10 ans est un esclave. On appelle un bremborion. Il ne pense pas. Il subit. Oui. Il survit grâce à la mamelle nourricière de ses parents. Deuxième question, qui sont ses parents? Ses parents ne sont pas ceux qui l'ont biologiquement fait venir au monde. C'est les voisins immédiats. C'est le quartier et c'est le village. Donc, il y a plusieurs paliers. Oui. Lorsqu'un enfant pose les actions, une des actions va dire, c'est l'enfant de tel. C'est l'enfant de tel. Il sort de tel. Je le vois sortir de. Voilà les réactions. L'enfant ne vous appartient plus. Il cesse de vous appartenir ou il est votre propriété lorsqu'il est dans le ventre. Une fois sorti, délivré, l'enfant appartient à la communauté. L'occidentalisation a fait en sorte que depuis les années 2000, sensiblement 89-2000, lorsqu'on veut corriger un enfant, ça devient laisser son père. C'est son père qui va venir taper. C'est son père qui va venir faire. C'est sa mère qui va venir faire. Oh, on ne te touche pas. On va venir dire à tes parents le soir que non. Voilà comment les tares se sont multipliées dans la société. Aujourd'hui, nous sommes dans une déliquescence totale où rien ne peut être fait.
Vous voyez des enfants de 14 ans qui fument. Vous voyez des enfants de 10 ans qui se permettent d'avancer certaines expressions. Vous les voyez jouer. Chacun passe en disant, si son père ne l'a pas vu, ce n'est pas moi qui va venir l'éduquer. Or, l'instruction revenait à tout, et surtout aux grands frères du quartier. Lorsqu'il y avait une action qui était posée, c'était les grands frères immédiats du quartier qui réagissaient, qui corrigeaient avant de dire aux parents, il a fait, nous l'avons déjà corrigé, ne le corrige plus, il ne fera pas. Ainsi, l'enfant, lorsqu'il sortait, avant de poser l'action, avant de poser une action contraignante, il commençait à réfléchir en disant, les des grands frères est sur moi, je ne peux pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que des quartiers comme Casa la Femme, des quartiers comme le quartier Maquia, les quartiers Commando, il y a un certain esprit. Ou alors le quartier Obala, à Yaoundé, ou le quartier Mokolo Lobby, il y a un certain esprit qui est là. Le grand frère est respecté. Et on dit tous, c'était nos grands frères du quartier. On ne s'amusait pas. Donc je pense qu'ici, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire corriger. Je note, cher Lamel, que vous avez, à votre manière, répondu clairement à la question que j'ai posée. Je reprends la question d'ailleurs qui avait, je tiens à le dire, pour but de savoir si on doit laisser une autre personne que le parent de l'enfant s'occuper de la correction, la punition, d'administrer une punition corporelle à l'enfant. Vous avez dit que l'enfant est un bien commun, est un patrimoine commun, et donc il n'y a pas de problème à ce que une tierce personne, un voisin ou le parent puisse se charger de l'élever et de faire de lui un disciple droit. Un disciple. Voilà. Alors Florazé, est-ce qu'il y a donc pas un risque quand on avance voilà, une ligne comme celle de Charles Lamel ce matin, une ligne traditionnaliste, une ligne, on peut le comprendre, qui a toujours été adoptée. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on laisse l'enfant être éduqué par monsieur tout le monde et qu'on ne sache pas la mentalité de ceux qui souhaitent lui administrer une correction? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ça? Un gros risque. Oui. Déjà, position traditionnaliste, je ne suis pas d'accord avec. Parce que, oui, avant, on était beaucoup plus... Vous commencez très fort. Hein, non, oui, on était beaucoup plus entouré par les membres de la famille, ça il faut le dire. On habitait en camp, le chef de famille, le grand frère, la belle-sœur, la coépouse, etc. Donc c'était vraiment un environnement très bien connu. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité est tout autre. Correction corporelle, je dis non. La voisine n'a pas le droit d'administrer une correction corporelle sur mon enfant. Par contre, la correction verbale, je dis oui. Ça veut dire tendance à dire, la maman a dit, si vous versez mon pissage et tout, encore que elle a vu que c'était peut-être très mal posé, que les enfants, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et là, on a des tout petits qu'on n'arrive pas souvent à maîtriser. Eric Fopoussi. Donc, elle pouvait prendre ce plateau pour revenir dans l'histoire du jour et l'exposer un peu, beaucoup plus en sécurité. Ah, maintenant, dire, je suis d'accord que l'enfant ne nous appartient plus, oui, Eric Fopoussi, parce que même à un certain âge, l'enfant, quand il sort déjà du cocon familial, que ce soit sur le plan éducationnel, ça veut dire quand l'enfant est au supérieur et autres, est prêt à sortir justement de l'aspect, enfin, de cette enveloppe familiale, donc du coup, il est voué à certaines choses. Et là maintenant, c'est sa base. C'est sa base sur son éducation qui joue. Donc je viens pour dire que c'est un gros risque, Eric Fopoussi. Et il faut voir justement cette histoire, pour qu'on comprenne cette histoire dans le fond. Quels sont les risques qui peuvent arriver? Qu'un adulte, oui, Eric Fopoussi, il n'y a que vous, parents, qui savez comment vous administrer. Je parle de la correction corporelle, je vais utiliser vos thèmes parce que en fait c'est ça le nœud du problème. Alors, je prends un exemple. Hein. Vous avez un enfant, vous savez que l'enfant est asthmatique. Alors les voisins n'en savent pas un mot. Voilà. Et puis un voisin se permet de lui administrer une gifle. Non. Et puis le gars, l'enfant commence à faire une Pourquoi? crise d'asthme. La première réaction, c'est peut-être la correction verbale. Même là, il faut faire très attention. Parce que moi, j'ai souvent dit, c'est vrai, je préfère qu'on corrige l'enfant sur le plan verbal. C'est-à-dire parce que l'abcès psychologique peut tuer un être humain. Le 10 coups, oui, ça passe après. Franchement, j'ai dit, vraiment, nous ne ferons pas le débat. Oui, non, mais attendez, on parle de correction, oui. Non, on parle de la correction corporelle. Je dis non. Non, mais c'est le débat. On ne peut pas éluder la question. C'est le débat. Parce que l'action, c'est qu'un adulte, justement, il ne sait pas que mon enfant est asthmatique. Hein? Et puis, il prend celui de donner quelques claques et tout. Non, il doit commencer par le conseil. L'enfant a commis une goutte. Oui, on est en communauté. Je lui dis, ça ne se fait pas. Et encore, je prends sur moi d'en parler aux parents si les parents peut-être sont ouverts.
je prends sur moi d'en parler aux parents parce qu'ils vont en communauté. Maintenant, vous savez ce que moi je pense de la vie avec les voisins et tout. Il faut être strict. Et que Charles Hamel dit, la réalité est tout autre. Il ne faut pas justement laisser les enfants badouiller à tort et à travers parce que les esprits sains, hein, je vous concède qu'il y avait peut-être il y a 30 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Donc il faut maintenant que les parents fassent très attention. Correction corporelle faite par une autre personne que par moi. Je dis non, je suis capable de me porter plainte. Je vous comprends d'ailleurs quand vous le dites parce que avec aujourd'hui le phénomène de personnes qui violent et enlèvent les enfants. Par exemple. Être amené. Est-ce que cela intervient dans la correction d'un enfant? Oui, par exemple. Parce que Charles Hamel dit qu'il faut, parce que l'enfant est abandonné au voisin, l'enfant est abandonné à la communauté. Voilà donc un grand du quartier, comme on a l'habitude de dire, qui dit ok, qui prend ma petite de 3 ans, 5 ans, va m'acheter du pain et tout. Moi, je ne connais pas ses intentions. Parce que oui, on m'a dit, il faut s'aider, Alors, l'enfant va acheter le pain et tout. Non, je ne sors pas du sujet. L'enfant revient... porte sur la correction de l'enfant. L'enfant a posé un acte, on le corrige devant le monde. On ne retire pas l'enfant pour le corriger. Charles Hamel, ça découle de quelque chose. Il y a des habitudes et des attitudes. Je dis à l'enfant, on corrige l'enfant en public. Ce n'est pas en secret. On le corrige en public. C'est votre point de vue. Sur le lieu de l'action. Action corporelle sur mon enfant, sur un enfant, je dis non. Vous n'avez pas le droit, vous pouvez informer le parent. Et ça même, ça va plus le même dans les institutions scolaires et tout. Vous informez les parents et puis on voit. Alors, Bobo Begane, j'avoue que je n'ai pas de questions précises pour vous. Je suis désolé, mais j'avoue que je n'ai pas de questions précises. Peut-être d'ailleurs vous faire réagir sur ce que Flora vient de développer, parce qu'on voit bien une volonté d'individualisation de nos sociétés dans ces propos, qu'on peut regretter à un moment donné quand même. Oui, mais il y a davantage une volonté des Nations Unies à socialiser le monde, l'individu. Donc l'individu n'appartient plus à une société. Voilà. C'est ça le problème. Vous avez parlé des conventions de Genève tout à l'heure. C'est une connerie, c'est la plus grande connerie du siècle. C'est-à-dire que ce que vous appelez communauté internationale... J'ai pas été loupé. Hein. Les gens, oui, les gens s'asseyent pour vous dire, non, comme vous voyez là, venez signer que nos enfants ne seront plus des êtres humains. Et vous aussi, vous signez. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Qu'en fait, lorsque vous envoyez, vous inscrivez votre enfant à l'école à 2 ans et demi, 3 ans, vous demandez son avis, n'est-ce pas? Non. Voilà, vous ne demandez pas son avis. Pourquoi vous l'inscrivez à l'école? C'est pour une instruction. Et vous lui confiez à qui? Sur le chemin de l'école, il va avec des amis. Il grandit avec les amis. Il y a des enseignants là-bas. Mais à la longue, il y a aussi des enseignants au lycée, à l'université, qui commencent à faire les droits de cuissage aux filles. On n'a jamais interdit l'école. Et à chaque moment, on recadre. Donc, en fait, l'organisation sociétale qui devrait inspirer l'Organisation des Nations Unies, c'est ce que Charles Hamel a développé. C'est ce que Charles Hamel a développé. Le reste, j'ai dit, c'est des pures conneries. C'est de l'escroquerie. Même en France, vous savez que le débat sur la correction corporelle, l'enfant revient chaque fois. Revient chaque fois. Mais comme ils n'ont pas de culture, qu'ils me le permettent, je veux dire qu'ils n'ont pas de culture sociétale qui puisse orienter leur avenir, ils sont arrivés à un jour où on peut vous dire, même une fille de 15 ans peut même avoir des rapports sexuels consentantes. Chez nous, la fille à 15 ans, c'est une gamine, c'est un enfant. Donc, pour éduquer l'enfant, tout le monde corrige l'enfant. Parce que l'enfant appartient à une communauté. J'ai dit bien tout le monde. Et les corrections, j'ai dit corporelles. Justement, l'aîné du quartier qui encadre l'enfant, c'est lui qui surveille. Généralement, vous les voyez, ils sont là, ils vous avertissent même. Que, non, il y a eu... c'est quand il y a 40 ans ou... Il y a maintenant le quartier où moi j'habite, je ne le cite pas, peut-être ici, voilà, ça existe toujours. C'est un cas sur 1000 ou 2000. Maintenant, 2018, je suis au PK12, le quartier où j'habite, ça existe. Et je les ai appréciés. Justement, quand vous avez même une visite à une heure tardive, il y en a qui viennent. Ils commencent à contrôler qui vient. Vous allez chez qui?
Vous allez... Donc, ce sentiment, moi, ça m'a regaillardi. Voilà. Ça m'a redonné l'image de la société africaine qui encadre. Donc, en ce moment-là, lorsque votre fils, votre fille commet, j'ai dit à la fille, d'abord, elle nous écoute. La mère de Poupina, c'est bien ce que vous avez fait. 5 coups. Non, non, c'est la mère de Poupina qui a tapé. 5 coups à chaque garçon, c'est comme ça qu'on fait. Et vous aurez même pu les envoyer prendre ces pistaches qu'ils ont sur le sol en ramassant, en évitant de prendre la poussière. Et un décortiquage. Non seulement, mais... que l'éducation du garçon est plus compliquée que celle de la fille. Raison pour laquelle il fallait conjuguer tous les efforts de la communauté. Donc vous n'avez pas abandonné, laissé l'éducation, ou bien, je veux dire, confier. On ne confie pas, c'est tout. C'est justement, mais Eric, il faut pousser à poser une question très propre. Laisserez-vous votre voisin ou une tierce personne administrer une correction corporelle à votre... Je dis non. Oui, je ne suis pas contre la correction. J'ai dit même oui, même la domestique à qui on laisse l'enfant, elle doit avoir l'opportunité de taper sur l'enfant. Oui, sinon, c'est elle qui vous fait manger. Elle peut vous empoisonner. Oui. C'est elle qui regarde. Quelquefois même, vous n'avez même pas le primaire. Attention, parce que nous étions dans le primaire. Ça remonte à combien d'années? Nous étions dans le primaire, monsieur. Allez-y, rapidement, Charles. Lorsque des individus venaient à nous provoquer, je peux vous assurer que c'est nos aînés du quartier qui étaient dans la même école que nous qui nous défendaient. Quand on rentrait, on rendait compte que on a telle personne a essayé de nous provoquer, c'est telle personne qui a réagi, on dit que oui, c'est ton grand frère. Il faut le respecter. Nous, on a grandi dans cette affaire où on mangeait dans toutes les maisons. Ça veut dire qu'on n'avait pas... On mangeait dans toutes les maisons. On respectait les autres. Il faut donc rétablir la réalité. On va donc rétablir la réalité. Comment on est dans les exactions? C'est tant que la mère de Poupina non, la mère de Poupina faut conseiller, corriger verbalement, mais elle ne met pas la main sur l'enfant. Merci beaucoup. Je dis non. On va avancer dans le débat avec Tendance qui, je peux le présumer, pense comme Florazé que lorsqu'on a souffert 9 mois pour un enfant... N'entrez pas, ne lis pas les mots. Je pose une question. Je pose une question, attention, vous êtes témoin à la maison. Je pose une question simple. Ah non, tu ne lis pas dans mes pensées. Je lis dans aucune pensée. Il y a même cru que tu es marabout parce que, regarde, non, attends, d'accord. En temps normal même. Parlons pour le vrai. À l'époque de nos ancêtres, tu pouvais fouetter l'enfant du voisin comme tu veux. Taper même jusqu'à dire que planter les choux. Arracher la peau même. Nous sommes au temps moderne. Le don n'est pas bien. Une femme, pour avoir ton foléré au quartier, elle renvoie qu'à l'enfant. Qu'il n'y ait pas de foléré, ça veut dire quoi? Elle peut avoir ton sang. Elle remet que sur ton enfant. Oui, je ne dois pas faire les bruits, je vais avoir mal. Je ne dois pas afficher devant les enfants. Mais je ne dois même pas faire que le chef du quartier... On ne doit même pas dire au chef du quartier parce que ce n'est pas un problème si grave que ça. Je vais l'appeler, je vais dire que ouais, la mère copine. Toi-même regarde, j'ai un bébé œuf. Mon enfant c'est un œuf. S'il se casse, parce qu'on ne sait jamais. Quand tu veux, mon enfant fait quelque chose, pardon maman, laisse la prochaine fois, tu me fais un message, j'ai un truc, je viens le corriger. En me tapant mon enfant, si l'enfant meurt, je fais comment? Non, il faut l'enfermer dans la maison. Que votre enfant n'ait pas joué avec les enfants. Mais c'est ça. Nous, le voisin respecte ça. Non, on sait comment. Le voisin respecte ça. Qu'est-ce qui oblige le voisin à taper sur l'enfant? Nous, on sait comment les contractions font mal. Nous, on sait comment on boit souvent les mains jusqu'à tu dis que la mère de Poupine n'en a pas accouché. Non, je ne donc elle ne connaît pas les contractions. C'est un truc naturel. Parce que moi-même, même ton mot ne tape pas ses enfants. Il connaît. Il doit commencer à taper. Quand il prend la ceinture, moi, je gâte. Pas que je l'insulte. Je dis que tape-moi, papa. Je lui dis à papa que va ma sous, va ma. Et là, tu es en train d'éduquer les enfants? Non, je suis sensible de nature. Non. À ce moment, on va dans la cuisine. Quand mon beau-fils veut taper les enfants, il faut entrer dans la cuisine. Tu le laisses. Nous, les mamans, nous sommes sensibles. L'homme n'est pas comme la femme. Quand un homme tape un enfant, l'homme est d'abord fort. Je connais comment il tape l'enfant. Mais il ne bagarre pas avec l'enfant. Quand l'homme applique il applique. Et il y en a qui ne se contrôlent pas. D'autres qui prennent des fils de courant, qui prennent des gourdas. Tu m'attendais. Mais oui, bon. Tu vas voir un adulte en colère. Tu vas voir quelqu'un qui va prendre le wang-wang pour taper l'enfant avec. Mais généralement, c'est votre gueule de femme qui peut amener l'homme à faire des dérives pareilles. Parce que l'éducation de l'enfant vous revient. Et quand vous ne savez pas et que l'homme intervient, ça devient, c'est pas bon. Je veux que mon enfant, ça veut dire que vous avez raté l'éducation. Je veux que mon enfant soit bien éduqué, mais pas qu'une voisine tape mon enfant, ça fait mal.
C'est un petit coup. Fais-moi mon regard, au lieu que mon enfant coule là, moi, mieux je pleure à sa place. Voilà. Oui. Parce que quand je regarde mes enfants, je suis fière. Et je vois un enfant couler. Mais les mères des autres 4 enfants ont fait comment? Non. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit parce que tu sais pas ce qu'elle a dans le cœur. Voilà. Nous sommes comme tu sais pas ce qu'on va dire voilà. l'autre après. On va siffler, on va dire, une pause pour cette histoire et aller voir ce que les messages nous disent ce matin. Mais avant peut-être d'y arriver, j'aimerais dire que compte tenu du contexte actuel de la vie contemporaine, ce serait quand même très risqué pour une personne de s'aventurer à administrer une correction corporelle à l'enfant du voisin. Et si l'enfant meurt, les gens ont souvent des malchances qui vous poussent comme ça. Mais il ne bagarre pas avec l'enfant. Parce que souvent, vous touchez juste l'enfant, comme ça, oui, et l'enfant s'évanouit là. C'est ça en fait le problème. Si l'enfant chauffe dans la nuit, tu fais comment? Si la femme par exemple a été peut-être en conflit, ces propos sont très dangereux. Non, pas dangereux. Très dangereux pour la société que nous voulons consolider. Non, ça épouse le contexte présent. Parce que, oublie, parce que la femme qui est en conflit, par exemple, avec son mari, qui n'est pas dans tous ses états, et justement parce qu'elle a une puissante latente qui est en elle. Elle est irritée. Donc maintenant, elle a un enfant du voisin qui commet une goutte et tout. Elle pose toute sa frustration, cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait après quand il y a des bobos? Parce qu'elle n'a pas pu se contrôler. On revient à l'ancestralité. Ça n'aura pas ça. Donc, revenons à notre ancestralisme. Les messages, je vous en prie. Rien que le nom de l'enfant, Royal Diamant. La cinquième fois? Non. Voilà. Mais j'attendais que... Non, 5e fois. Les messages. Je suis la seule que quand tu dis qu'arrête, j'arrête. Oui ou non? Pascal Yobé, bonjour à vous. À Ezeka, nous saluons toute la population des Écarts. On commence avec le tout premier message de ce côté. Cette femme n'a pas le droit de se fâcher si on a corrigé son enfant, car chez nous en Afrique, l'enfant n'est pas l'enfant d'une seule personne, mais de tous. Merci beaucoup. On est d'accord avec, mais merci beaucoup. Pas pour l'administration de la correction corporelle. Là, vous le critiquez déjà. La femme a bien fait, la dame a bien fait de corriger l'enfant de la voisine puisque ça fait partie de l'éducation. Merci. Cette femme n'a pas à se plaindre parce qu'en Afrique, on vit en communauté et du coup, l'enfant du voisin est considéré comme le sien. Merci. Moi, c'est pas normal quand notre parent punisse l'enfant d'autrui parce que le monde est devenu tellement bizarre. Ça veut dire que peut avoir le feu de l'enfant. On va dire que c'est l'enfant d'autrui, on va le laisser. Alexa Kribi pense que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge en est le remède, quelle que soit la main qui administre. Je vais terminer la suite du message. Ouais. Bon, on a quand même compris le... Autre réaction ce matin. Demandons aux téléspectateurs de ne pas appeler, de permettre... de nous laisser lire. Alors, est-ce que cette dame aurait réagi de la même manière si la voisine avait plutôt amené l'enfant à l'hôpital après un malaise? Bonne question. Merci beaucoup. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oh, merci beaucoup. Tout cela, ça n'a rien à voir. Tout cela dépend de la... Tout cela dépend de l'affinité. Florazé, évitons la mauvaise foi, je vous en prie. Vraiment? Mais attendez! C'est le sujet aussi, attention. Tout dépend de l'affinité que vous avez avec votre voisine. L'éducation que vous donnez à vos enfants n'est pas forcément la même. Voilà. Et n'est pas forcément aussi acceptée par d'autres. D'accord, merci beaucoup à ceux qui continuent à réagir via les différents numéros qui s'affichent au bas de la page. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet. Et pour corriger les mœurs dans notre société d'ailleurs, c'est la mission régalienne qui est de la nôtre au 10-12 le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de la corruption dans les concours au Cameroun. Peut-on encore faire confiance aux résultats des concours organisés dans ce pays? Concours qui mettent pour les uns 6 mois, 8 mois, 1 an, 1 an et demi. Comment comprendre que la corruption gagne les feuilles de concours désormais? Comment comprendre ce retard
dans la publication des résultats des concours. Qu'est-ce qui peut motiver ces retards? On s'inscrit, on ne compose pas, mais on réussit le concours. On ne s'inscrit pas, on ne compose pas, mais le nom apparaît dans les listes définitives. On s'inscrit, on compose, mais le nom ne sort pas parce qu'on n'a pas su négocier. Eh oui, voilà les réalités de ce pays. Comment comprendre le fait que le trafic d'influence et l'arnaque rythment l'accès dans les centres de formation publique? Que peut-on bien attendre de ces individus dont la promotion sociale ne répond à aucun critère objectif sur le plan axiologique et doximologique? Comment comprendre que toutes les initiatives privées et les programmes gouvernementaux mis sur pied pour combattre ce phénomène se sont avérés inefficaces dans ce domaine? Comment comprendre que l'admission dans les grandes écoles soit une affaire de réseau, de corruption, d'arnaque? La preuve, allez poser la question à ces étudiants de Tokombéré qui ne cessent de menacer par rapport au dernier résultat du concours de la police qui aura mis plus d'un an avant sa parution. Rappelons-nous qu'en 2009, le professeur Charles Awanonana, à l'époque directeur de l'École nationale supérieure polytechnique, fit rappeler ou fit interpeller des arnaqueurs. Ces derniers avaient fait miroiter l'entrée à cette école d'ingénierie à des candidats et leurs familles en échange de millions de francs CFA. 1,5 million pour entrer à Polytech. Est-ce qu'après être sorti de Polytech, le travail allait répondre? Point d'interrogation. Nous sommes sans ignorer dans ce pays que la classe de 6e est la chasse gardée de messieurs les proviseurs. Pratique qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque connu des autorités et a pignon sur rue sur toute l'étendue du territoire camerounais. Dès que l'enfant a au coup moyen d'eux, on fait tout pour devenir l'ami d'un proviseur. On compose le concours d'entrée en 6e, mais on sait que si on n'a pas 100 000 francs CFA, on n'essaye même pas de toquer à la porte. Comment comprendre le fait que l'entrée à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé, à l'école militaire interarmée, à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, entre autres grandes écoles, tout aussi finissent par être entachées de corruption et de trafic d'influence? Comment comprendre le fait que la liste des futurs lauréats provient des ministres, des cadres du parti au pouvoir, des directeurs généraux, des cadres de la présidence de la République, qui, somme toute, finissent par faire des vagues, parce qu'il faut donner à chacun une place? Savez-vous que pour entrer dans les écoles normales supérieures de Yaoundé et Marois, il faut débourser environ 500 et 1,5 million francs au moins, somme qui, après temps, transite premièrement par des intermédiaires, lesquels se recrutent parmi les propriétaires des tourneaux d'eau, des gargotes situées à l'extérieur de ces écoles, ou proches des ministères assurant la tutelle académique et technique. Dans quelques jours, comme si de rien n'était, nos élèves commissaires, officiers, inspecteurs et gardiens de la paix vont entrer en formation à l'issue des soi-disant concours, la corruption, des tricheries et des tripatouilles des plus ignobles auraient battu tous les records inimaginables. Dans tous les cas, ça a été publié, on a jasé, on a babadé et tout est passé comme si de rien n'était. Je m'interroge et je vous interroge. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. C'est la télévision la plus regardée du Cameroun et du continent. On est très heureux parce que ce matin, nous mettons sur la table, nous posons un sujet importantissime pour la cohésion sociale et le vivre ensemble en mettant en lumière la méritocratie et toutes les valeurs que nous souhaitons promouvoir et faire prévaloir sur ce plateau au sens même de Habermas qui met en perspective les normes et les valeurs.
devons-nous privilégier les valeurs qui sont, on va le dire, le minimum sur lequel on peut s'entendre pour développer et faire progresser une nation, une jeune nation d'ailleurs comme celle du Cameroun. Et on parle ce matin des concours et examens et on voit tous les scandales qui ont le plus souvent émaillé ces différentes opérations au Cameroun. Rappelez-vous du scandale de l'INAM, rappelez-vous encore de ces avocats stagiaires qui se plaignent toujours. Il y a donc un goût, un mauvais goût, une suspicion qui tourne autour de ces examens officiels. C'est vrai, Charles Hamel l'a bien mentionné, il y a des cas avérés où on peut être amené à confirmer qu'il y a eu des tripatouillages. Bon, Robengan, à quoi on peut renvoyer cette question ce matin pour l'exprimer autrement? Non, je pense deux choses essentielles. La première, c'est l'abandon de la morale ou alors la déliquescence de la morale publique dans notre pays, diligentée par le pouvoir public. Et l'autre, deuxième vecteur, c'est la crise économique qui a amené, j'allais dire, le secteur productif, le secteur privé, si vous voulez, à ne plus avoir, ne plus créer des opportunités d'emploi. Et ceci étant, les quelques postes qui restent au sein de l'administration publique font l'objet de marchandage. Donc, même l'expression qu'on avait mise à l'époque, équilibre régional, puisque avec le temps, ça ne pouvait plus obéir, il fallait l'enlever, on ne l'a pas fait. Bon, on est donc resté là, les quelques postes qui existent, on monnaie, il a parlé de trafic d'influence, la présidence a dit que nous sommes les ici et voilà, on est dans une société en complète délitement. Oui, et donc on peut aujourd'hui se dire que peut-être on aurait besoin dans un futur proche d'un certain Louis-Paul Motazé pour venir démanteler une cellule informatique de ces concours-là. Ça c'est entre guillemets, parce qu'au final, si on en parle ce matin, c'est pour qu'on trouve une solution, pour qu'on assainisse ce milieu et qu'on retrouve un semblant de transparence dans ces examens et concours-là. Moi, je pense, avec les NAM qui admet les morts, les décuyus, voilà, les morts, oui. Avec tous ces trafics, je pense que la première règle de mon point de vue, c'est que l'État du Cameroun, le gouvernement qui est le bras séculier de l'État, puisse associer les opérateurs économiques dans l'élaboration des politiques économiques dans notre pays. C'est-à-dire qu'il faut créer l'emploi. Il faut créer l'emploi. L'État ne peut plus créer l'emploi. L'État nous a montré à travers les politiques diligentées par le gouvernement qu'il ne pouvait plus. Ou alors que là-bas, c'est la navigation à vue. Il faut permettre au secteur productif de créer les emplois. Pourquoi des emplois, cette fois-là, courus et des emplois décents, absolument. On parle beaucoup d'essence ces temps-ci. Écoutez, quand on vous parle le terme adéquation, formation, emploi, le master de ceci, les licences professionnelles de cela, les baccalauréats professionnels, les doctorats professionnels, et on professionnalise l'enseignement, on travaille où? Est-ce que le secteur productif est en train de prendre? Non. Prenons seulement un cas basique. On vous parle, oui, il a une licence professionnelle en transport et logistique. D'accord. Il existe combien d'entreprises au Cameroun de transport logistique? Même sur la place portuaire, des sociétés qui sont les armateurs, je veux parler qui peuvent être, voilà, dans ces produits qui travaillent dans, je vais dire, avec la douane camerounaise, je ne vais pas citer les noms, mais est-ce que le Cameroun a ces entreprises-là en nombre suffisant? J'ai dit non. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vous avez vos licences professionnelles, il n'y a pas d'emploi. Oui. Aucune société, même de transit, ne peut vous recruter. Mais la famille se bat encore pour payer plus d'argent, pour avoir votre master en transport et logistique. Donc, vous doublez le chômage. Au fur et à mesure, la famille se mobilise, on vous paye l'école pour payer le chômage, en fait. Sur le plan administratif, il n'existe pas de débouché. Vous avez un master en transport et logistique, on va vous recruter, ou il n'existe aucun concours. Jusqu'aujourd'hui, les baccalauréats F n'ont pas de débouché sur le plan de l'administration publique. Et plus à cela, donc, un concours de la police qui fait 2 ans pour donner des résultats. Vous pensez que c'est sérieux?
ce n'est pas sérieux. Donc il faudrait que le gouvernement, le chef de l'État se rende compte que, comme il a dit lui-même depuis, je pense, les années 80, que non, nous ne pouvons plus. Lorsque l'État se désengage, l'État doit donc faire la promotion de l'initiative privée pour pouvoir absorber les quelques 3 ou 400 postes qui existent au sein de l'administration. On puisse prendre les meilleurs et les éduquer, demandant à la morale publique. D'accord. On a de la morale publique, mais davantage aussi, on pourrait le dire ici, sur le plateau Florazé, la question du culte du moindre effort. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer qu'un individu sorte de l'argent pour réussir à un examen ou à un concours, et pourtant on peut s'imaginer qu'en se mettant au travail et en composant comme il faut, on peut réussir. Et l'autre versant de la question, c'est de savoir comment on fait pour débusquer ces corrupteurs, comment on fait pour trouver lui, Paul Motazé, qui viendra justement mettre hors d'état de nuire ces gens qui s'enrichissent sur le dos des examens officiels et des concours. C'est très simple. Pour la dernière question, il faut dénoncer. Et puis Charles Hamel l'a dit, c'est instauré ainsi. Hein, il a pris un exemple très palpable, puisqu'on parle d'éducation pour le concours d'entrée en 6e. Mais c'est clair, c'est établi dans certains lycées reconnus que pour votre enfant, même ayant fait même le concours pour avoir la place, il faut avoir 100 000 francs. Oui. Ça, c'est connu. Alors, même dans la liste des admis, combien d'élèves qui auront réussi auront leur nom sur la liste des méritants? Mais parce que justement, il y a là un quota qui est réservé pour se remplir les poches, Eric Fopoussi. Charles Bombok dit d'associer, dit oui, mais je ne suis pas très convaincu. Non, il faut tout reprendre à zéro, reproposer d'autres méthodes, une nouvelle politique. Et c'est un peu triste parce que ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui, elles ont bénéficié des bourses à l'époque de la méritocratie, et des concours accessibles et autres, un encadrement bien établi. Et aujourd'hui, on resserre, tout est fermé, parce que justement, au Cameroun, il faut payer. Il faut payer pour pour recevoir. Il faut tout payer pour recevoir. Le savoir, et puis pratiquement tout au Cameroun. Oui. Donc, c'est un système, Eric Fopoussi, qui est mis en marche depuis déjà combien d'années. Donc, maintenant, pour changer, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Pas avec les mêmes personnes. Pas avec les mêmes personnes pour que ça change. Mais également, aussi, on va le dire, ça pose également une autre question, celui du renouvellement, mais davantage de la perpétuation de l'élite au Cameroun. Ça veut dire qu'on a au Cameroun des gens qui occupent des fonctions et qui espèrent que leurs enfants vont continuer à occuper ces fonctions-là après elles. Et ensuite, ce qui est d'ailleurs curieux, c'est qu'on voit des gens, des dignitaires du régime, aller envoyer les enfants dans les grandes écoles américaines et françaises, européennes. Et ces mêmes enfants-là, où on aurait pensé qu'ils iraient être ingénieurs dans les grandes multinationales du monde entier parce qu'ils ont fait des grandes écoles, reviennent faire des concours au niveau baccalauréat, comme l'enfant du pauvre petit Camerounais qui se bat lui aussi pour arriver. Donc c'est une question qui est assez vaste et qui laisse poindre Charles Hamel, et on le voit très bien, de nombreux problèmes au niveau même de la pensée de certaines personnes au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai dit que les choses changeront dans ce pays lorsqu'on va détacher les partis politiques ou le parti au pouvoir de la gestion administrative de ce pays. Lorsque vous entendez concours X, concours Y, le comité central va agir, les parlementaires vont agir, parlementaires en bas et en haut, les chambres basses et chambres hautes vont réagir, les ministres vont réagir, les directeurs généraux vont réagir, chacun va vouloir infiltrer. À côté de cela, on va dire, il y a des gens même qui nous ont donné des voix, remercions ces jeunes, remercions ces gens. On se retrouve à ce niveau. C'est dans les années 2000 qu'on a commencé à constater avec fracas ce type de comportement avec des individus qui allaient, ils se battaient à avoir la liste des candidats admis à composer, à participer en concours. Ils allaient faire la photocopie et revenaient reprendre les résultats définitifs. C'est sur cette base que par comparaison, on s'est rendu compte qu'il y avait des noms
qui n'étaient pas là sur la liste des candidats autorisés à concourir, mais qui se retrouvaient sur la liste des fiches définitives. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Que vous avez des gens qui s'inscrivent, qui ne s'inscrivent pas, qui ne composent pas, mais qui réussissent. Ou ceux qui s'inscrivent ne viennent pas composer et dont les noms sortent. Donc voilà un ensemble de typatouillage. Autre cause, il faut dire que la majeure partie des concours qui sont organisés n'obéissent pas à l'ensemble des différentes filières qui sont proposées, des formations qui sont proposées. Prenez par exemple le conseiller d'orientation. Conseiller d'orientation est ouvert pour les gars qui font psychologie. Ça devait être ouvert pour les gars qui font psychologie, mais c'est ouvert à tout le monde. Tout baccalauréat confondu. Vous avez donc des individus qui vont se retrouver, oui, qui vont se retrouver à composer, parce qu'on dit que je vais avoir seulement le matricule. À ce niveau, on commence à négocier. Gars, je n'ai rien compris. Je suis sorti de l'épreuve, là, j'étais dumkoff. Comme on disait, gars, on fait comment? Je connais un grand qui connaît une grande personne, qui connaît un grand, qui connaît un grand, puis on va gérer le business. Après cela, il y a la secrétaire qui saisit. Lorsque ça arrive au niveau de la saisie, celle qui est aussi en train de saisir va ajouter ses noms. Quand vous allez vouloir parler, elle va dire, mais tu es dans l'eau, tu te noies. Je suis dans l'eau, je me noie. Vous avez ajouté le nom sur ma part, que ça devient donc un business où ceux qui méritent ne se retrouvent pas à l'intérieur. D'où vient-il, comme vous l'avez dit, que des enfants qui sont allés dans les grandes écoles, Harvard, Oxford, reviennent encore composer avec niveau bac? Pourtant, on les disait si brillants, si ingénieux, là où ils se trouvaient. C'est une grande question. Et d'ailleurs, tout récemment, je discutais de la question avec un spécialiste sur des analyses sociopolitiques au Cameroun qui me disait, en réalité, il y a un problème qui se pose et qu'on doit à un moment donné le régler au Cameroun. C'est que, comme en économie, The Square City, ce qui est rare et cher, vous savez, l'emploi décent au Cameroun est d'une rareté inouïe. Et donc tout ce qui est rare attise les appétits. Les gens pensent que en allant à la fonction publique, en entrant à l'ENAM, à la police et d'autres concours, on s'assure un avenir meilleur parce qu'en tout cas dans le privé, c'est assez, c'est assez indécent, hein, tout ce qu'on fait comme traitement là-bas. Donc du coup, les gens sont prêts à tout faire pour y entrer. À tout faire pour y entrer. Dans d'autres pays, vous allez voir, dans d'autres pays, un pays par exemple comme la France, les gens ont là-bas chez eux l'esprit du privé, de travailler dans le privé. Vous verrez rarement des gens, d'ailleurs, ils se plaignent dans les concours en médecine, concours des enseignants, qu'ils ouvrent des places, mais on a moins de personnes qui viennent postuler pour ces concours-là. Donc, c'est ça. Va falloir, Ebor Bengan a élaboré une piste que l'État puisse, dans ce registre-là, associer les milieux économiques dans l'élaboration des projets et des programmes économiques pour que les emplois puissent être créés et que les gens ne voient plus en l'aspect matricule une sorte de panacée pour leur vie. Donc, en clair, c'est ça. Tendance, c'est vrai qu'on parle des tripatouillages, de la corruption, de la méritocratie. On va dire que s'il y avait un concours pour devenir... pour devenir quoi? Non, vas-y, pour devenir le premier mot que j'ai... Non, le premier mot que j'ai... auquel j'ai pensé n'était pas très bon. Dis vite, pardon, je ne tombe. N'était pas très bon. Ah oui. Bon, pour devenir un génie, s'il y avait un concours pour devenir un génie, tu serais, on va le dire, major. Et donc tu as passé ce concours-là de manière brillante. Je devais passer sans composer et personne n'allait tuer mon talent. Mais sauf qu'il y a des gens, qui travaillent dans des autres secteurs, qui n'ont pas de niveau, qui ont payé pour y arriver. Qui ne sont pas comme toi, qui a la compétence pour faire pourquoi tu es sur ce plateau. Jusqu'à est-ce que ça me laisse? On dit toujours que la fille la parle d'abord quoi là-bas, son faux français là. Le français c'est votre langue. Voilà, c'est vrai. Mangagne. À toi qu'on s'adresse Mangagne. Chalamel. Mangagne. Ma camarade d'enfant, la fille elle avait le trou percé à l'école comme moi. Donc elle n'entendait rien. À l'école de mon village, tous les gens ont passé le temps à nous punir. Écoute, tendance. Oui. Mangagne que tout maintenant. Tu dis que Mengagne, donc tu es que tout. Elle est policière. Elle est policière, elle est Mengagne. Comment elle a fait passer? La fille là, j'étais même plus. Comment elle fait passer? C'est terrible. Je peux me dire concours. Elle trichait sur tes papiers. Je peux me dire qu'à l'école, non. Je la gagnais un manteau. J'ai vu Mengagne au rond-point.
Et notre gardien de la paix dit que c'est toi qui as composé, on a composé à ta place. Non, peut-être que c'est mise au travail, tendance. Peut-être que c'est mise au travail. Même quand il ne connaît pas la différence entre le ou là. Elle est en train de dire que je l'ai donné. Je l'ai dit que, même jusqu'à présent, elle dit tout ça. Même gagné. Charles Amel, tu as bien fait. Je connais ton goût. Je sais ce que je vais te donner après. Tu comprends, non, mon père? Elle a acheté sa place. Même gagné a acheté. Même si on me dit, j'ai dit que donc, même gagné. Donc, comme tu es élève gardien de la paix, je pouvais être commissaire. Non, mais tu es commissaire de l'humour. Et ça s'entend, ça se voit et ça se confirme sur ce plateau. Madame, monsieur, c'est donc ici qu'on met un terme à cet échange sur les tripatouillages des différents concours au Cameroun. Vous comprenez que c'est très grave et qu'il y a péril en la demeure. Il faut réagir. A tout de suite, nous sommes de retour pour la deuxième partie dans un court instant. Et nous revoilà, madame, monsieur, pour la suite de ce voyage de ce mercredi 9 mai 2018 sur Equinox Télévision, la télévision la plus regardée du Cameroun. On le dit parce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce plébiscite sur différentes plateformes. Donc on fait le relais de tout cela. On vous remercie d'ailleurs pour cette confiance que vous nous accordez au quotidien. Et pour cette deuxième partie que nous lançons en place, on va commencer avec vous, Florazé, pour prendre le pouls de ce que pensent ceux et celles qui nous regardent ce matin, les différentes réactions au sujet que nous développons sur ce plateau. La toute première réaction de cette deuxième partie, dans un système où c'est, que voulez-vous, nous sommes dans un système où c'est la présidence qui joue le tam-tam des fraudes, tripatouillages, dans certains concours au Cameroun, donc certains Camerounais. Que voulez-vous qu'ils fassent? Nous avons tous vécu aussi l'entrée spectaculaire des enfants présidentiels à l'ENAM sans se plaindre. La formation militaire de cette année suspendue. Et il soutient, il dit Kofi Annan a donc 1000 fois raison. Voilà. Kofi Annan, le Ghanéen. J'aime le préciser. Oui. J'aime le préciser parce que c'est un pays qui est un exemple, donc et qui suit très bien et qui voilà et qui suit très bien les traces de Kwame Nkrumah, qui d'ailleurs l'avait dit avant de mourir que l'idéal qu'il a proposé à l'Afrique va lui survivre. Donc évidemment après sa mort, il y a toujours des pays quand même qui réussissent à comprendre ce que c'est que la bonne gouvernance, ce que c'est que l'administration de la vie publique, la vie politique, et le Ghana, Accra en cela est un exemple patent et sûr. Allez-y Florazé, juste un petit commentaire, hein. Je m'excuse de vous avoir coupé. Voilà. Alors comment comprendre notre réaction? Peut-être c'est un petit témoignage. Comment comprendre que je rate un concours niveau BEPC quand l'enfant à qui je fais des répétitions réussit tout simplement parce que son oncle avait envoyé un format dans leur famille pour qu'il puisse être inscrit. Donc son nom et d'autres ont été refusés à la police pour choisir l'un. Tous ont réussi. Voilà. En fait, c'est un témoignage. C'est des frustrations. Liste de présence. C'est des frustrations terribles. Le format a circulé, liste de présence. Veuillez remplir liste de présence, venez remplir vos noms et prénoms. Voilà, je dois déposer 30 noms. Remplissez. Ben, tel fait quoi là? Appelle, viens remplir ton nom, numéro de carte nationale, le carte national d'identité. Le gars dépose, on envoie, les gars passent. Alors que le répétiteur, lui, il a échoué. Donc, je tiens vraiment, et je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que je n'ai pas suffisamment appuyé là-dessus. Il est très important, il est d'ailleurs urgent pour ce pays qu'on façonne un autre Louis-Paul Motazé pour s'assurer et pour gérer cette question des tripatouillages aux examens officiels. C'est une économie informelle qui brasse beaucoup d'argent, des personnes qui sont escroquées, des personnes qui réussissent ces concours-là en dépassant beaucoup d'argent. Donc il faut débusquer cette cellule informatique véreuse de ce côté-là aussi. Je connais quelqu'un qui a composé le concours de l'entrée à l'ENAM pendant près de 4 ans, jusqu'à dépasser la date même. Lorsqu'il a dépassé l'âge, il est rentré, il a laissé sur le carreau près de 3 millions et poussière en termes de négociation parce qu'il faisait des cours au niveau du CRADAT, les cours de préparation
au concours d'entrée, au grand concours. Là. Il y a des gens qui forment au concours de grand. Il était assidu et il était major. Le drame, c'est qu'il était major dans ces écoles. Oui. Chaque année, il était major lorsqu'on finissait. Tout le monde lui disait que gars, va, tu vas gagner. Il n'a même pas été admissible une seule fois. S'il avait 3 millions, Charles Hamel, comprenez que c'est du menu fretin, puisque pour ce concours-là, on vous dit que même 7 millions de francs CFA pour y entrer, c'est résiduel. Mais pour gagner combien? Quand vous regardez même, est-ce que vous savez qu'il y a ceux qui sortent qui ont les 43 000 les poussières en termes de salaire? C'est pas des si grands salaires que ça, hein, parce qu'on est sorti de l'âme, ce ne sont pas des si grands salaires. Mais sauf que voulez-vous, des gens estiment qu'ils doivent investir pour ça. Que voulez-vous? Pour le dernier concours de la police, où vous avez vu véritablement tout ce qui a été fait, rien n'a été dit. Un silence total, un mutisme total. Les gens se sont plaints, les gens ont porté critique. 2 ans pour un concours de la police. Et qu'est-ce qui peut freiner les correcteurs? Voilà. Alors, il y a Tonier à Yaoundé qui dit qu'il a composé, il a fait le concours de la douane avec une fille qui ne savait même pas remplir en tête de la feuille de composition. Mais elle était... Mais elle était parmi les 10 premiers. Elle était parmi les 10 premiers. Voilà. Alors, je suis étudiant en Master 2 à l'université de Douala. Je fais le concours de la police, gardien de la paix, et je ne suis même pas admissible. Peut-être parce que je suis très faible ou idiot, ou alors que certains autour de moi qui ont exactement le niveau du concours sont admis. Merci pour la dénonciation, mais il faut encore creuser pour découvrir la vraie vérité. Comme on vous l'a dit, on pourra peut-être envoyer Luc-Paul Motazé pour qu'il gère cette question. Mon gars, pourquoi vous souvenez quand je le dis? Parce qu'il paraît que c'est le ministre du ciel et de la terre et que quand il est dans un ministère, dans une administration, tout marche bien. Donc pourquoi pas l'appelle le ministre du ciel et de la terre, mais sauf qu'il a encadrer le port de Kribi qui n'est plus un port à eau profonde et il a oublié d'y mettre la voie ferrée. Oui, voilà. Tout à fait. Donc on va voir comment tout cela se goupille. En tout cas, on a continué et on a essayé de dénoncer tout cela sur ce plateau ce matin. Florazé, avec vous, je passe le relais pour nous plonger dans la revue des réseaux sociaux de ce matin. Oui, Eric Fopoussi. Revue des réseaux sociaux de ce mercredi 9 mai. Nous avons donc 3 informations. Et puis la toute première, puisqu'on parle, on va également parler de crise anglophone, mais précisément aussi des examens de fin d'année. Et puis, il y a donc ces propos du gouverneur de la région du sud-ouest, qui c'est donc, nous sommes du nord-ouest, qui dit nous sommes prêts à affronter et écraser ceux qui seront, qui oseront, hein, je cite, perturber les examens du DCI et d'autres examens. Également, je rappelle que le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé, donc l'Afrique, a mis en garde tous les fauteurs de troubles pendant les examens de fin d'année dans sa région. Les activistes séparatistes, donc agissant dans la région du Nord-Ouest, n'ont qu'à bien se tenir parce qu'il tient à ses propos. Et puis, on rappelle que cette sortie aussi intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques contre des établissements scolaires et leurs responsables, même dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On se rappelle encore que récemment, donc le 24 avril dernier, le lycée bilingue de Koussala avait donc été vandalisé justement avec par des personnes non identifiées. On avait même eu un surveillant général qui perdait la vie et bien d'autres, hein, des exactions qu'on a pu observer justement dans ces 2 parties du pays, notamment beaucoup plus dans les établissements scolaires. Eric Fop aussi. Adolphe Lélé l'Afrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, dans ses déclarations qui nous permettent ce matin, de mettre évidemment en perspective ces déclarations, souvent de nos autorités administratives. On se souvient très bien des déclarations de son compère du Sud-Ouest, Bernard Okali Abilay, qui avait donc, souvenez-vous, traité les anglophones de chiens qui fallait les écraser. Des discours très forts. Et ça nous permet aussi de se rappeler de ce qu'avait dit Charles Pasqua en son temps en France. Je vais terroriser les terroristes. Et plus tard aussi au Cameroun, on avait eu John Frundi qui avait dit que les socialistes allaient voir ce qu'ils allaient voir. Donc,
où se trouve la pertinence d'une telle déclaration, voilà, à la veille de ces examens officiels? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attiser encore beaucoup plus, de mettre au défi ces forces antagonistes qui, comme vous le savez, sont parées à foutre le bordel dans le pays? Absolument. Et Oui. vous avez clairement raison. Avec la recrudescence de cette violence, vous avez, peut-être faut le rappeler, hein, comme vous l'avez dit, les déclarations de l'actuel gouverneur de la région du Sud-Ouest a fait que aujourd'hui, ça devient embêtant. C'est-à-dire, on suspend les associations qui n'existaient même pas et avec lesquelles l'État avait commencé à négocier en leur disant « on va écraser les chiens ». On est des chiens, vous avez vu là où on en est. Et même avec cette déclaration de Frunzi, on la rappelait. Charles Pasqua, qui est le ministre de la police en France, de la première, il dit « je vais terroriser les terroristes ». Le lendemain, une bombe a explosé dans son bureau. Et une bombe a explosé à la mairie de Paris. Et il était obligé de négocier. Alors, et là, l'État ne s'est pas senti faible. À l'époque de la première cohabitation Mitterrand-Chirac, il ne s'est pas senti faible. C'est pour cette raison que je dis, lorsque le gouverneur le dit, nous voulons bien, nous voyons bien la volonté de l'affirmation de l'autorité de l'État que nous soutenons, mais il faut encadrer cette mesure-là. Quels sont les enfants, le nombre d'enfants qui vont composer? D'abord, vont commencer ce qu'ils appellent le Common Entrance bientôt, le concours d'entrée en système dans le sous-système anglophone. Quels sont les centres d'examen répertoriés? Après, ce sera le CAP, parce qu'il y a les lycées bilingues là-bas, ceux qui sont du sous-système francophone, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, le ordinary level, advanced level, le baccalauréat, le probatoire pour ceux qui sont dans le sous-système francophone. Quelles sont les mesures? Va-t-on composer dans quel établissement? Maintenant où on commence à mettre le feu, même dans les établissements confessionnels qui ont l'essentiel des élèves, cette déclaration du gouverneur, vraiment, je souhaite qu'on mette vraiment des mesures de sécurité, mais j'ai peur que les autres les prennent comme un défi. Moi, j'aurais souhaité à sa place de donner des mesures en disant, par exemple, comme il est dans le nord-ouest, dans le Ndonga Mantoum, voilà les décisions, on connaît les centres d'examen, commencer à orienter et à sécuriser les enfants dans cela, dans le Ngoui, dans le TEC, mes âmes, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et dans la Momo, par exemple, voilà ce qu'on a pris comme décision, voilà, comme mesure, rassurer les parents et les enfants qui vont aller composer. Mais quand vous le dites comme ça, et est-ce que les enfants sont même en train de terminer de manière normale l'année scolaire? Je doute. Beaucoup sont en train encore de venir dans la zone du francophone. Voilà, très bien. Chalamel, pour qu'on comprenne bien, hein, quel peut être le but de cette déclaration du gouverneur de la région du Nord-Ouest? Montrer tout simplement montrer au roi qu'on travaille. C'est tout simplement ça. Montrer au roi. Tout le monde veut plaire au roi. C'est une maxime bien connue des Africains. Tout le monde veut plaire au roi. Les courtisans dans les cours royales. Montrer au roi que nous travaillons. Mais seulement on ne dit pas au roi que nous n'allons pas surveiller ces enfants qui vont sortir de leurs différents domiciles, qui vont arpenter les rues des quartiers, arpenter les boulevards pour aller composer. On ne dit pas qu'on va les sécuriser, mais qu'est-ce qu'on va sécuriser? Je pense que, et ça je vais m'inscrire dans la même logique que Mbambok, on ne dit pas ce genre de choses. Vous ne connaissez même pas déjà votre adversaire. Voilà. Vous ne connaissez pas les stratégies qu'il emploie à tout moment. Toutes les fois qu'ils ont eu à faire des déclarations, c'est des établissements qu'on a brûlés, les établissements confectionnels, c'est l'État. Même le gouverneur du Sud-Ouest lui-même a raté une embuscade. Lui-même a raté une embuscade après avoir été décidé. Donc j'estime que lorsqu'on se retrouve dans ce type de rapport, on joue le jeu de la diplomatie, on joue le jeu de l'apaisement. Et je pense que les premiers relais en termes de dialogue, d'apaisement et de négociation diplomatie, ce sont eux qui sont là en disant que vraiment, je crois, le langage du gouverneur devait être celui-ci, vraiment, permettez au moins à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, de pouvoir passer leur examen, d'aller composer tranquillement leur examen. C'est vrai que c'est difficile, il faut trouver, mais dire là maintenant, comme Bombok l'a dit, ça peut être interprété comme étant un défi. Et si c'est plus tel quel, vous allez vous rendre compte que les exactions vont encore être
posées ci et là, histoire de dissuader les uns et les autres, ce que nous ne souhaitons véritablement pas. D'accord. En tout cas, le Cameroun n'invente pas le fil à couper le beurre. De toutes les façons, on a bien mis en perspective les exemples venus d'ailleurs. Pourquoi ne pas créer un seul centre unique, un seul centre unique dans une zone précise, et sécuriser un seul centre unique, récupérer les enfants dans les différents points, les rassembler là, sécuriser très simplement. On va qu'à parler de recensement. Je suis d'accord. Il a parlé de recensement, faire un véritable recensement. Et justement, amener les enfants dans un centre bien précis et sécurisé. Et surtout, surtout que tous les enfants n'ont pas fini, les programmes scolaires. Et même qu'il y a des lycées qui ont déserté, ou les enseignants et autres ont déserté. Donc déjà, est-ce que, comme Momok l'a dit, pour ceux qui viennent déjà dans la zone dite en francophone, que vont-ils faire? Donc il faut procéder à un recensement. Je crois que le temps, bientôt on arrive, franchement, on est déjà pratiquement... Donc le recensement, c'est pour... Il faut un recensement véritable parce que la question, elle est très importante et on est dans un moment très critique. Parce qu'on parle d'éducation et on parle justement des enfants qui doivent passer des examens officiels. Mais Florazé, on peut peut-être penser que le gouverneur... dans sa posture administrative, souhaite rassurer les parents lorsqu'il sort une telle déclaration. On sent qu'il y a une volonté de dire attention les parents, on contrôle tout, il y a l'arsenal pour ça, on va répondre à toute attaque. Mais est-ce qu'au final vous sentez que c'est rassurant? Est-il convaincant quand il le dit? Non, parce que je vais reciter, dit nous sommes prêts à affronter, écraser. Il faut faire très attention. Il y a des enfants, il y a des familles et autres. Ça suscite c'est ce type de mots suscite quoi? Justement, les populations. Ça veut dire que la population sait que justement on est encore plus en danger. Donc ça veut dire que peut-être qu'on ne sortira même pas de cette situation de si près. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que nos dirigeants apprennent à se faire bien entourer. C'est-à-dire même dans la communication de crise. Il faut absolument. Il y a un discours apaisant qu'il faut avoir. Le mot là, il doit enlever, affronter, écraser. C'est des gros mots. Il ne doit pas dire ça. Qui font peur. C'est les mots même qui font paniquer. Moi-même, j'ai peur. Affronter et écraser. Papa, pardon, retire ton mot. C'est pas comme ça que tu devrais dire. Il fallait plutôt dire que ce qu'on a besoin, c'est la paix. Absolument. Que quand on détruit là, pour détruire c'est facile, c'est construire qui est difficile. Et que nos enfants, accordons leur un avenir, laissons-leur composer. Que l'avenir de nos enfants dépend. Tout à fait. Est-ce que vous êtes fiers quand nous sommes versés dans notre pays comme ça? L'avenir de nos enfants en dépend. Pardon, faisons la paix. Voilà le mot qu'il faut dire. Voilà. Que calmez vos cœurs. Et en partant même tenir les discours, tu devais me faire signe, on part. Je viens avec le jujube. On leur donne ou l'arbre de paix. Le jujube, quand tu donnes le jujube à quelqu'un qui est fâché, ça le calme. Je sais que vous êtes tous les jumeaux. Vous énervez vite. Dans la zone anglophone là, on va résoudre avec les jujubes. Donc pour faire un discours maintenant, cher gouvernement, appelez-moi. Je dis avec un sac de jujubes. S'il y a même possibilité, je détache ça et je mets dans un plateau. En tenant le discours, vous ramassez un peu 7 grains de jujube. On donne, vous mangez, après vous vous calmez. On ne peut pas passer tout le temps à détruire. Et même pitié. Oui, et on pitié de nous. Je demande des excuses pour tout ce que vous faites. Mais faites la paix. D'accord. Parce que, bon, Bengal, et je le dis parce que c'est très important qu'on le dise sur ce plateau, s'il tient même un propos conciliant, c'est pas de la faiblesse. Absolument. Parce qu'il peut le dire, il peut tenir un discours conciliant, mais en background, il muscle les absolument. Généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on montre un visage conciliant, mais on sait que derrière, on est prêt pour parler trivialement. Absolument. Voilà. C'est comme ça que ces choses se passent sur le plan stratégique. Vous apaisez parce que ceux qui sont terrorisés, il y en a qui fuient, ils sont dans la forêt. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils vivent dans la forêt. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils traînent les enfants là-bas. Et quelle sécurité vous allez leur donner alors encore que depuis au moins 1 an,
ils ne vous voient pas, ils ne sentent pas cette sécurité-là. Les enfants ne vont pas à l'école. Très bien. Donc voilà le problème. Donc le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui pourtant jusqu'ici faisait, à mon sens, sans faute sur cette question de la crise anglophone, mais là du coup, je suis très surpris de cette déclaration. Son collègue du Sud-Ouest. D'accord. Florazé, l'autre information ce matin. Oui, la seconde information est donc liée à l'entreprise de la collecte des déchets ménagers, parce qu'on continue de s'interroger, on se demande bien ce qui se passe dans les grandes villes. La conséquence directe, c'est qu'en fait, les différentes villes Douala, Yaoundé sont bondées d'ordures. Les ordures sont en souffrance dans les villes, sur les trottoirs et parfois même les chaussées de certaines villes. Mais déjà, encore ce qui a retenu notre attention cette semaine, en fait, c'est l'interview qu'a donc accordé le président directeur général de cette entreprise au quotidien Cameroun Tribune, où justement il affirme que l'entreprise a clôturé l'année 2017 avec une dette de plus de 13 milliards de francs CFA. Le problème malgré justement le règlement d'une partie de la dette, donc le problème de ressources reste encore persistant. Et puis il réclame également la quote-part même des communes qui représentent aussi 20% du règlement global. Voilà donc dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Nous sommes entourés d'ordures ménagées. Alors quand ce n'est pas dans un bac poubelle, c'est à même le sol. Certains m'ont procédé décide de brûler aussi, oui, de brûler les déchets. Et là, justement, on a posé le problème de l'environnement. On a donc un gros problème lié justement à cette gestion des déchets ménagers. Hier soir, je ne sais pas à quelle heure, hier soir à minuit, non, 23h30, j'étais sur mon smartphone et j'ai reçu la une du quotidien l'économie de ce jour, qui alarmait, d'ailleurs qui titrait de manière alarmante sur Isacam, qui était menacé de banqueroute. Et quand j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réagi d'une manière assez soudaine et d'une force terrible. Je me suis dit, mais si on laisse mourir Isacam, qu'est-ce qu'on met à la place? Et c'est là toute la question qui est posée aujourd'hui par Obengan, c'est que l'État est en train de laisser mourir Isacam en ne payant pas la dette qu'elle doit à cette entreprise. Mais je dirais comme les Camerounais que ce sont souvent. Donc l'État du Cameroun, ils sont comme ça. Oui. Donc en fait, l'État du Cameroun a laissé mourir les entreprises qui devaient aider ces populations à mieux s'épanouir. Oui. Isacam, l'État du Cameroun lui doit de l'argent, ne veut pas payer. Mais il veut que cette entreprise se déploie comment? Le même État du Cameroun vous dit qu'il a signé les conventions environnement, on vous dit il y a un ministère de l'environnement de ceci, il y a un ministère de ceci. À quoi servent les déchets? On vous dit que c'est une source énergétique terrible. Mais on n'arrive pas à expérimenter d'abord le recyclage ici ou bien transformation des déchets ménagers en énergie, soit électrique ou quoi que ce soit. On n'arrive à rien expérimenter du tout. Alors qu'on vous dit qu'on a des partenaires au développement. Laissez alors Isacam expérimenter. On vous dit non, on a ouvert à la concurrence. Or, vous ne pouvez pas ouvrir le truc à la concurrence si vous ne l'avez pas payé ses dettes. Voilà dans quelle situation. Et là, nous, on est acculés là par des mauvaises odeurs, par les mouches, par des souris, partout et tout. Et c'est comme ça, le paludisme va encore, le taux va continuer à exploser, puisque le paludisme a connu une hausse régulière ces dernières années. Les chiffres, les récents chiffres lors de la dernière journée mondiale contre le paludisme sont assez évocateurs en ce sens-là. Oui, 3195 décès en 2017. En 2017. Donc c'est clair que c'est un réel problème. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi Négou, une structure comme Isacam pour fonctionner a besoin de carburant, a besoin de véhicules en bon fonctionnement, a besoin d'un personnel regaillardi et a besoin de la révision de son contrat parce que le tonnage a plus que triplé. Je vous ai dit qu'il y a 2000 arrivants chaque jour dans la ville de Douala venant des différentes régions du Cameroun parce que l'Eldorado actuel c'est Douala. La preuve,
faites le tour de tous les différentes stations-service. Vous allez vous rendre les bensikineurs qui dorment sur les motos. Ils sont nombreux, ils ne sont pas moins de 50, ils sont plus de 50, 60, 70 qui dorment sur les motos. Faites le tour. Jusqu'à village, vous allez les voir et ils dorment mieux que ceux qui sont sur un lit. Mais est-ce qu'ils le font du fait d'une situation de SDF ou c'est... Non, ils viennent se débrouiller. Alors, oui, je vais vous dire, parce qu'ils n'ont pas des abris. Ils viennent se débrouiller. Alors, monsieur c'est un scandale humanitaire, ça. Monsieur Éric Fopoussi, je vais vous dire donc que voilà une entreprise qui a signé un accord avec l'État du Cameroun pour un certain tonnage qu'il fallait prélever dans les différentes villes du Cameroun. Tout à fait. Les populations ont triplé, ont plus que triplé. La démographie, elle est croissante. La démographie a explosé. Oui. Je vous ai dit que dans un pays où on ne sait pas combien nous sommes, qui on soigne, qui on éduque, qui on nourrit, nous sommes voués à l'échec. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Estimativement, nous sommes combien à Douala? On ne sait pas. Yaoundé, Bafoussam, Bertois. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus prendre même un pot. Même le mbitako là que vous mangez, vous déposez le mbitako là, 2 minutes, vous avez 4 mouches. Comme si le mbitako là était sucré. À peine vous asseyez, vous voulez consommer, c'est les mouches. Toutes les tables ont déjà désormais les mouches aujourd'hui. On se demande, on va où? C'est à l'État de payer. Dans les restaurants les plus hauts de gamme de la ville de Douala, ça devient inquiétant, cette proportion de mouches qui envahit ces lieux-là. Sur les 13 milliards, on ajoute 50 milliards. Ça fait combien? Ça fait 63 milliards de francs CFA que l'État doit déjà... C'est beaucoup. Donc je pense qu'il faudrait que l'État essaye d'éponger. Les désagréments sont plus que graves et ça traverse déjà les bars. Il faut nettoyer, mais... Voilà, donc ces mouches qui envahissent les lieux les plus huppés de la capitale économique, tendance cogne la voyageuse dans les pays où tu as tendance... Dans le pays des débits. Voilà. Dans le pays des débits. C'est pas comme ça, non? Même le poisson braisé, comme tu aimes le piment. Tu pas même le poisson, non, maman. C'est les mouches que tu veux voir. Et les mouches qui ont pris le poids. Voilà. Mais elles se nourrissent bien. Souvent, que pas mal chez Bango, il voit les mouches qui ont pris le poids. Il y a 2 mouches qui sont remarquées là-bas. Les mouches là sont maintenant comme ça. On va faire comment? Les mouches... Oh, on te dit que nous sommes en danger, comment tu dis, Eric? Non, mais... Ça ne va pas. Mais les mouches prennent du poids, ça veut dire que ça va. Parce que nous mangeons. Ils mangent leur repas là-bas sur les ordures. Ils viennent encore manger ton repas ici. Au lieu de rester là-bas. Non, bon, je dis juste que pour le gouvernement, tout va bien. Oui, absolument. Donc pour eux, je vous avais dit ici que j'ai vu le ministre Mbouantou aller ramasser les ordures quelque part. Il dit que comme il a donc ajouté d'autres attributions à son ministère, il continue à aider Isakam. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sortent, qu'ils demandent à ces démembrements dans les 360 communes de ramasser les ordures. Les gars vont maintenant vider leurs poubelles que dans la rigole. D'accord. Et puis les gens improvisent. Il y a quand même de l'incivisme aussi là-dessus. Oui, il y a plein de Camerounais qui désormais improvisent de, comment je vais appeler ça, la vidange. N'importe où, c'est-à-dire le dépôt de leurs ordures n'importe où. Dans les rigoles. Dans les rigoles. Il y a des points qu'on connaît où il y a des bacs. D'accord. Florazé, la troisième information de cette matinée sur la revue des réseaux sociaux. Oui, je sais en tout qu'à la Léquier, dans la ville de Batchenga, c'est plusieurs tonnes et où dans un domicile privé où on a donc eu l'opération de saisie qui a donc été faite par le sous-préfet de Batchenga lors de cette perquisition. Donc, j'ai tendance, ce sont des médicaments, de faux médicaments qui ont donc été saisis, évalués en plusieurs tonnes. Ils étaient destinés à ravitailler justement les hôpitaux et autres circuits de vente de médicaments. On a également eu des centres même de santé qualifiés de clandestins qui ont donc été ciblés dans le cadre de cette descente musclée à Batchenga. C'est plutôt les populations qui sont heureuses. Et puis, même dans le reste du Cameroun, on a besoin de ce type d'action. Qu'on a besoin de ce type d'opération aussi, Eric Fopoussi, pour sortir notamment
Mais j'avoue quand même que la route qui va à Batchenga, c'est une belle route. Hein. Oui, ça commence à être ça. Bien sûr. C'est vrai qu'on aurait dû les réceptionner depuis au moins 3 ans. Donc, voilà. Alors, Chalamel Bachou, vous êtes un spécialiste de la question. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la contrebande, de la contrefaçon. Quelle signification on peut donner à cette action à Batchenga? Est-ce que c'est la suite logique de ce que vous dénoncez régulièrement? Ça fait qu'on réagisse tout de suite. Monsieur Eric Fopossi, ils réagissent mais du mauvais côté. La capitale des faux médicaments, c'est Bouddha. Ce n'est pas Batchenga, c'est Bouddha. Ciblé, hein. Qu'on descende à Bouddha. Tout ce que vous voyez comme domicile, allez à Bouddha. Oui. Vous allez voir que les gars, vous allez à Bouddha, vous allez à Bacham, vous allez à Bangang, vous allez à Babete, vous allez à Bameso. À Galim aussi. J'espère qu'ils sont en train de noter. Hein, vous allez à Bameso, vous allez attraper. Babadjou aussi. Non, pas Babadjou. Pas du côté de Babadjou. C'est ça qu'on appelle les médicaments. Le deuxième point, Oui. le deuxième point, c'est Tico. Beaucoup de gars sortent ici à Tico. Sud-Ouest. D'ici à Tico. Les gars prennent une charge dans les batteries. Ils ont des stratégies qu'on prend ici à Tico. Donc il y a le port de Tico. Beaucoup de personnes, il y a un autre réseau qui est de ce côté. Vraiment comme les gazons. Voilà les gazons. Pourquoi est-ce qu'il va arrêter dans un domicile? À Yaoundé, il y a le gazon. À Douala, il y a le gazon qui se porte d'ailleurs très bien. Peut-être une volonté de couper à la source. Ah bon? Non, qu'ils aillent donc à Bouddha et à Tico. Bon, Ils veulent couper la sauce. Voilà, je dis à un moment donné, quand il va falloir qu'on soit quand même reconnaissant, on reconnaisse qu'il y a des choses qui sont faites. Non, là c'est vrai, c'est considéré qu'on comme le poison que le sous-préfet, monsieur le sous-préfet de Batchenga avait. Là, c'est une bonne chose. Mais comme dit Charles Amel, il faut aller plus loin. Où est il y avait l'Office national de la pharmacie. C'est où? D'abord, les gens ne sont pas payés là-bas. On a dit ici à un moment donné qu'on a permis au Cameroun de faire les médicaments essentiels. On a même donné, je pense, peut-être un brevet. Est-ce que les centres de santé publique reçoivent normalement ces petits... Oui, apparemment, il y a un programme. Générique. Voilà, il y a un programme de médicaments essentiels. Est-ce que ce sont ces médicaments qui sont distribués dans nos centres de santé? Non, si à Batchenga, on a pu... Je veux dire, les centres de santé étaient disposés à recevoir. C'est même à un domicile. Batchenga a combien de domiciles? Voilà. Non, tous les domiciles de Batchenga n'ont pas de Vous savez, hein, je vais vous dire que est-ce que c'est produit dans le domicile? Je veux comprendre. Je suis peut-être... On dit c'était stocké. Alors, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse une enquête, une autre d'où ça vient, d'où ça vient, le circuit, ça passe comment, si c'est produit à l'étranger, ça passe comment la douane, tout ça, il faut qu'on sache tout ça. Même dans la ville de Yaoundé, il y a plein de coins. Il y a plein où on produit, on fabrique les médicaments. Allez dans l'axe de Fandena. Je suis sûr que la police est au courant d'un certain nombre de choses. C'est un peu comme les CD qu'on fabrique. Oui. C'est bien les gens qui importent les machines qui fabriquent les CD. Voilà. Absolument. Et la communauté connaît ces boutiques-là ici au marché Congo. Ils viennent donner les tickets tous les jours. Les emballages s'achètent où? Les emballages se confectionnent où? Ils achètent des plaquettes. Les plaquettes arrivent, ça veut dire ça, aux emballages. C'est ici là qu'on met les emballages. Il y a des imprimeries qui consomment, ça sont où? Non, je dis, c'est une grosse chaîne. Mais c'est une industrie organisée de manière extraordinaire. Voilà. J'en ai créé encore un autre motager, vous envoyez. Au ministère de la Santé, vous allez peut-être qu'il nous faut un motager au ministère de la Santé pour régler cette question. Oui, tendance. Bon, sur la question des faux médicaments récupérés et saisis donc à Batchenga dans une maison. Hein. Ils étaient des bandits, des voleurs qui vendaient le couscous à nos personnes. Le couscous. C'est pour ça que parfois tu es malade, tu achètes les médicaments, tu bois, tu ne guéris pas. J'ai dit que maintenant sur moi que dans la lovera. Tu achètes des médicaments, l'estomac te ronge jusqu'à tu dis même que j'ai mangé quoi cette journée. Que si tu avais mangé chez la voisine, tu devais commencer à avoir les idées. Comment c'est la voisine qui a voulu, qui veut mon mal, ou c'est la voisine qui fait quoi? C'est que vous faites là, Dieu voit tout. L'enfant est malade comme ça, tu l'amènes à l'hôpital, on fait les examens. Quand on te prescrit les médicaments, tu vas prendre les médicaments. Et quand l'enfant boit, ça, la maladie s'empire encore. Maintenant, c'est la lovera qui me gère. Si la lovera ne me gère pas, il y a le concombre. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est un peu recommandable. C'est amer comme ça, maman.
C'est un point. Ça soigne C'est comme 2000 maladies. C'est comme le corps. On appelle ça le comme quoi. Oui, j'espère qu'en Bambok. Voilà, tu m'amènes là à une bonne idée. J'ai vu un jour le directeur de la pharmacopée, ils appellent là-bas pharmacopée, au ministère de la Santé publique, au ministère de la Recherche. Il y a 2 directions qui s'occupent, ils appellent là-bas la pharmacopée africaine. Mais pourquoi on accepte la médecine chinoise, la médecine indienne, la médecine... On ne veut pas développer la médecine africaine. On les appelle les charlatans. Et c'est donc ça qui fait développer les faux charlatans qui entrent dans le bus. Il dit Amatou, Matum, Mama, si tu vas là, on vient de développer de manière officielle. Le comme que j'ai dit, c'est un médicament traditionnel que quand tu bois, ça donc, même si tu avais quelle maladie, ça te soulage un peu. Même quand tu as les violents maux de tête, quand tu prends le comme qu'on croque, ça coupe un peu. Monsieur Eric Fopoussi, je voyageais, j'étais sur le point de rentrer sur Douala, Mbambok, que j'ai emprunté un bus d'une agence pour, par mesure de publicité, je ne dirai pas, je ne donnerai pas le nom. Il y avait un individu qui vendait dans le bus une plaquette en appelant ça l'huile de foie de morue. Et il a passé le temps à vanter cela, demander même dans le bus, qui veut boire, qui goûte. Maintenant, il va me dire, avant qu'on arrive à Bafang, ça aura changé, qui veut boire. Les gens ont levé la main dans le bus, on a donné 2 comprimés. Il y a une dame qui a pris, quelques minutes après, elle s'est mise à vomir. Voilà. Heureusement que les le gars qui était encore dans le bus a dit que non, c'est la réaction, c'est tout ça. Le gars n'est pas arrivé à Bafang, il a sauté dans le premier bus, il a dit que non, ça va arriver. La femme est arrivée dans un état, c'est en Banga, l'hôpital de Banga qu'on a laissé là-dedans. Donc, vous voyez jusqu'où on autorise des choses dans ce pays avec les médicaments, mais les agences de voyage. Non, je crois qu'à un moment donné, la population également, nous sommes responsables. Absolument. Parce que j'ai vécu, moi j'ai vécu la même situation que Charles Hamel. Le monsieur disait, il dit, je suis docteur Niat. Le petit tube, ça soigne. Niat, il faut enlever le nom de Niat. C'est comme ça, oui, il s'appelait. Non, je sais, il a donné son nom dans le bus. du pays. Oui, aussi. Et son médicament soigne même le chlamydia. Et il dit, le chlamydia, les maux de tête. Je suis dans le bus, il dit, mesdames, même là, ça soigne même la césarienne. Mais attendez là, je ne pouvais pas rester. Non, attendez, je ne pouvais pas rester la bouche là. Il a dit, même ça. C'est comme ça. Je suis mort de rire. Mais il a dit, même la césarienne, ça soigne. Et puis il dit, docteur, la césarienne, c'est une maladie, docteur. Ne l'écoutez pas, je vous dis, il y a toujours... Mais attendez, et il y a des gens qui sont levés, des femmes qui ont ouvert la bouche, qui ont donné l'œil et tout pour qu'ils mettent son petit médicament. Il faut également qu'on soit responsable. Dernièrement, il y a un enfant justement qui a été victime d'un problème très grave. Maintenant, on est en train de dépenser plusieurs centaines de mille parce qu'on est allé le séquencer à côté là, chez la maman, docteur qui soigne pratiquement tout. On est allé et aujourd'hui on est en train de dépenser plusieurs centaines. Les médicaments dans les voitures, on va suspendre ça. Bon, j'ai bu l'autre jour, je suis rentré de Yaoundé. Les chefs d'agence doivent permettre cela. Avant d'arriver à Douala, je pouvais mourir. Je viens d'abord commencer par boire dans la voiture. Mais c'est le poison. Arrivé à Douala, quand j'appelle le type, il me dit que prends l'huile rouge, tu bois. Tape ton ventre, dis qu'on tape ton dos. J'ai cherché la natte, mettre à côté de toilette, Momo. En quelques secondes, j'avais déjà fondu. J'étais comme Serapo. Flora, il me dit, maman ne vomit pas, dis qu'on tape ton dos. Toute ma famille a tapé mon dos le jour là. D'accord. Puis tout est un corps plutôt. D'accord. L'enfant a passé le temps à faire comme ça. Merci beaucoup. J'ai dit que je vais vomir, il va vomir. Merci beaucoup Flora Zé pour cette revue des réseaux sociaux sur Equinox Télévision. Restons sur cette ligne. Allons prendre interpellation de ce mercredi 9 mai 2018. L'occasion bien sûr d'aller tourner les images avec Cédric Chouna qui va évidemment nous proposer ce matin un sujet sur lequel nous allons débattre juste après sur ce plateau, madame, monsieur. Donc voici interpellation. Je pense que mon point de vue ne va pas être très négatif, mais je pense positif dans le sens qu'il faut ajouter certains jeunes dans le gouvernement actuel et éliminer aussi certains vieillards qui ont 1000 ans. Donc il faut associer les deux. Parce qu'on ne change jamais une équipe qui gagne, mais il faut associer aussi de nouvelles pensées.
Voilà, retour sur ce plateau pour évoquer vraiment très brièvement cette question Bobengan avec le compatriote. Oui, il dit qu'il y a trop de vieillards, c'est venu qu'on les change. Mais il dit, et ça me plaît, que le gouvernement dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Et comme l'équipe perd, alors on fait comment? Mais cette équipe ne gagne plus. Donc il faut donc la changer. Mais je peux vous dire qu'à Yaoundé, il pense que le Cameroun va bien, d'ailleurs. Ah oui, mais Kofi Annan a dit qu'à un certain âge, il faut partir. Oui. Un certain 70, il a dit 70 ans, ne confions plus nos affaires aux gens qui ont 70 ans. Et plus. Ils doivent partir. Alors, monsieur Eric Fofosi, quel est le plan touristique ou la politique touristique je vous vois, mis en place dans un pays comme le Cameroun? Je vois venir. Regardez le Togo, regardez le Ghana, regardez le Mali, regardez le Sénégal, regardez la politique qu'ils ont mis, la Côte d'Ivoire sur le tourisme, vous en verrez. Quelle est la politique? Bello, Bouba, Maïgari. Quelle est la politique culturelle qui est mise en place par le ministère des Arts et de la Culture sur le plan de l'éclosion des qualités artistiques, sur le plan de la transformation de la matière en œuvre. Vous n'avez même pas encore de bibliothèque nationale. Dois-tu parler de politique? On est entouré de si tu veux, va d'abord demander les journaux de 1953, si tu en auras. Dois-tu parler de politique? Je voulais aller à ce niveau sur l'archivage même. Est-ce qu'on a une qualité d'archivage au Cameroun? Même les discours les monuments sont entretenus. Quand on parle d'idées nouvelles, comme il a dit Mbombo, voilà des idées nouvelles. Vous êtes dans une ville comme Douala, faites un tour au musée à l'hôtel de ville là, au musée de l'hôtel de ville, vous allez vous rendre compte que les charançons et tout, ça ne vaut véritablement pas la peine, ça n'encourage pas. Qui viendra visiter? Moi j'ai bien envie d'aller à Tigaza, j'ai bien envie d'aller à Ouaza. D'accord, très bien. Merci infiniment à Cédric Chouna pour interpellation. Ce matin, on va retrouver au studio B Constilamine qui est bien en place avec le concept Salaka. Constilamine qui, comme vous le savez, est toujours là pour des ventes et des promotions multiples qui pourraient vous aider, madame, monsieur. Donc, il est toujours très important de voir ce qu'il nous réserve dans sa gibecière. Bonjour Constilamine. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors, ce matin, nous nous installons du côté, bien sûr, de Bonaprison. C'est au Castle Hall. C'est bien entendu à l'occasion de la 5e édition du 6B. Donc je rappelle que vous aviez pratiquement ces 5 jours de promotion spéciale. Oui, c'est une promotion uniquement pour le 6B et c'est au Castle Hall de Douala à Bonaprison. Mais cette promotion concerne également les clients qui sont hors de la ville de Douala. Alors je rappelle que vous avez la journée du mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour pouvoir bénéficier des prix qui vous seront communiqués tout à l'heure et qui s'affichent déjà à l'écran. Profitez de cette grande promotion du côté bien sûr du Castle Hall, c'est à Douala au Cameroun, à Bonaprison. Ceux qui sont hors de Douala, commencez déjà à passer vos commandes dès à présent. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut commander et être livré même après le 6B. Nous allons commencer tout de suite par les tapis qui s'affichent déjà à l'écran. Je rappelle, c'est des tapis neufs, des tapis d'une dimension exceptionnelle, des tapis stylés, des tapis nyanga. Dès que vous posez le pied dessus, ça dit seulement que ça attire votre pied à être posé dessus. Vous les avez à 10 000 francs, le magnifique tapis neuf dans le carton avec garantie. À côté, bien sûr, des tapis, on a des magnifiques robots mixeurs de bol. Ce sont des grands robots mixeurs qui n'ont rien à voir avec les robots de 11 500 francs. Je vous dis non. C'est des robots mixeurs stylés. Ça peut se voir à travers l'écran. Ces robots mixeurs ont cette particularité, bien entendu, d'avoir un bol à sec et un bol à eau. Oui. Et quand vous achetez un robot mixeur à 15 500, nous vous donnons un parapluie à 100 francs. Du côté, bien sûr, du Castle Hall à Douala, Bonaprison. On a bien entendu des magnifiques fers à vapeur neufs dans le carton à 6 500 francs. Un fer à vapeur neuf, je n'ai pas dit la baba. Également, des bouilloires électriques. Vous les avez donc à 7 500 francs. Une magnifique bouilloire, toujours du côté du magasin, du côté du concept Salaka au Castle Hall à Douala. Et je rappelle également que un bouilloire acheté vous donne droit à un parapluie à 100 francs. Ne dormez plus dans la chaleur parce qu'à Douala, même quand il pleut, il fait chaud. Voilà les ventilateurs. Les ventilateurs Nyanga, profitez au Castle Hall à Douala Bonaprison à 12 000 francs le ventilateur. Oui, avec garantie. Et à Salaka, on ne dépend pas, on remplace.
Et quand vous achetez un ventilateur, on vous donne un parapluie à 100 francs. Oui, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? Un ordinateur complet, un ordinateur corps de Dieu, de qualité supérieure, à 49 000 francs. La marque c'est HP. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2.2 de processeur, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez donc à 49 000 du côté bien sûr du magasin du concept Salaka au Castel Hall à Douala, Bonapriso. À présent, à l'écran, un laptop corps de Dio. Vous l'avez à 110, un laptop Core i3. Vous l'avez à 110 000 francs. Les magnifiques laptops avec webcam, graveur DVD, Wi-Fi, bonne batterie à 110 000, accompagné bien sûr d'un fer à vapeur. Vous achetez un laptop, on vous donne un fer à vapeur. Je rappelle également qu'on a des ordinateurs de 75 000 qui vous seront présentés tout à l'heure. À côté, bien sûr, on a des woofers à 24 000 francs, un magnifique ouf neuf dans le carton. Ça se passe au Castel Hall. Appelez dès à présent et passez vos commandes. On a bien entendu toujours dans cette vente de ce matin, chers téléspectateurs, des plaques à gaz turbo à 26 000 vitrées. Ça ne se casse pas. C'est avec garantie. Vous les avez à 26 000 francs. Et les premières personnes qui vont commander cette plaque à gaz et qui vont venir au Castel Hall, que vous soyez à Douala, vous allez recevoir un poulet gratuit. Oui, pour tester votre plaque à gaz, vous allez recevoir un gros poulet. Dès que vous commandez là. Et ceux qui sont hors de Douala, vous commandez la plaque à gaz, on vous donne 2 kg de riz gratuitement pour les clients qui sont hors de la ville de Douala. Je rappelle que le point de vente, c'est au Castel Hall, à Douala, Bonapriso, au stand du concept Salaka. On a également, bien entendu, des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 16 000 francs. Du côté, bien sûr, du concept Salaka. Également, nous allons également rappeler qu'on a les laptops à 75 000. Également, les portes cure-dents, vous les avez à 2500. Voilà, le laptop qui s'affiche à l'écran. Ce laptop, quand vous l'achetez, je vous donne un parapluie, je vous donne un fer à vapeur pour tous ceux qui vont commander ce laptop de 75 000. Même si vous êtes au Gabon, au Tchad, au Congo, à Yaoundé, en Gambéré, c'est l'occasion plus que jamais de l'avoir à 75 000 francs. Et n'oubliez pas les portes cure-dents automatiques. Alors j'invite bel et bien tous les téléspectateurs à bien vouloir se rendre pendant que je suis en train de parler à l'instant à Bonapriso au Castel Hall. Vous êtes à Douala, vous êtes à Bepanda, vous êtes à Bonanjo, vous êtes à Yaoundé. Rendez-vous là pendant 5 jours. Venez acheter un robot mixeur à 15 000 francs, un fer à vapeur à 6 500, un régulateur de tension à 16 000, une bouilloire à 7 000 francs, un laptop à 75 000 francs, un Core i3 à 110 000 et recevez gratuitement un fer à vapeur pour ceux qui vont acheter le laptop. Voilà les parapluies, s'il vous plaît. Voici les parapluies de 100 francs. C'est du jamais vu au Cameroun. Vous achetez un robot mixeur, on vous donne un parapluie comme celui-ci. Regardez comment il est grand. Regardez-le, voilà. À 100 francs ce parapluie. Dès qu'on achète un robot mixeur à 15 000 francs, une bouilloire, un woofer ou alors, bien entendu, un ordinateur complet. Le voilà, 100 francs le parapluie. Oh, pardon, oh, ne vous mouillez plus s'il vous plaît. Le voilà, regardez comment c'est Nyanga. Magnifique parapluie à 100 francs du côté bien sûr du Castel Hall. Merci C'est à Bonapriso, beaucoup, à Douala, Lamine, grâce pour au concept Salaka. vente matinale sur Equinox Télévision. On va, madame, monsieur, basculer tout de suite sur le plateau A et aller retrouver Florazé pour vos différentes réactions, chers téléspectateurs, au sujet que nous avons mis sur la table ce matin du 10-12, le Zénith. Donc Florazé, on s'en réfère à vous. Oui, il faut pousser. Charles-Aimé Abonabéry pense que l'enfant n'est pas seulement celui des géniteurs, c'est dans un quartier, l'enfant est celui de tout le monde. Et donc, aucun problème à ce qu'une tierce personne lève la main sur un enfant qui a fait une bêtise, mais aujourd'hui la réalité est tout autre. En fonction de notre relationnel avec un voisin, on touchera ou non son enfant. Oui. Voilà. Je crois qu'il a résumé aussi. Hein, parce que la relance de l'économie au Cameroun passe par la réforme de la fonction publique. Il dit, je m'explique, tant que les fonctionnaires seront en même temps hommes d'affaires et régulateurs du secteur privé, il n'y aura jamais aucun résultat économique dans notre pays. Imaginez un inspecteur des impôts, transporteur, qui contrôle une société de transport concurrente. C'est Béa depuis Yingui qui réagit. Et ça, c'est vrai. Ça me rappelle l'interview qu'avait accordé à l'époque, en 1992, je pense que c'était au mois de juin, celui qui était à l'époque ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il s'appelle Sali Daïrou. Il a dit qu'il n'est pas interdit aux fonctionnaires d'être des hommes d'affaires.
et toute la classe des milieux d'affaires s'était levé contre. Mais malheureusement, le chef de l'État avait validé cette orientation. C'est ça. Et il y a effectivement des inspecteurs de douane qui ont des entreprises. Vous allez gagner quel marché? Qui font des affaires aussi. Voilà. Et même des ingénieurs qui travaillent au ministère des Travaux publics, au ministère des Marchés publics et tout, qui ont des marchés. Vous allez faire comment pour gagner? Donc, c'est donc vous décrivez là ainsi des cas de conflit d'intérêts avérés et clairs. Voilà, et même lorsque les rapports de ces directions, de ces services liés à la BEAC vous rapportent depuis 1997 que les individus ont plus d'argent que des entreprises. Et ces individus, vous n'allez pas les prendre dans le secteur privé, je vous en prie. Ce sont les fonctionnaires. Souvenez-vous d'un ancien directeur du budget. L'ami de Charles Hamel. Du budget qui était... Félix Antoine Samba. Antoine Samba, l'émir du Cacao, on va le dire comme ça, qui avait donc, souvenez-vous, hein, brillamment été, pas brillamment, sombrement, ouais, je vous ai eu, hein, donc sombrement, avait été exposé sombrement dans les différents médias sociaux suite à un scandale clairement d'État, pour le coup. Florazé. Quant à Bafoussam, pense qu'on ne peut prétendre à la cohésion sociale dans ce pays dont on paye la raison, on paye la raison pour avoir raison. Alors en justice à Bafoussam où les magistrats sont devenus des avocats, des plus offrants et non des juges pour la raison. Non, l'émission Regard Social nous a montré des cas comme ça. Quand on vous arrache votre enfant, vous allez prendre sur le magistrat, la fille on dit à la femme que toi tu vas quoi, on ne va pas. Débrouille-toi, débrouille-toi. Alors, Lissouk pense qu'il ne peut pas accepter qu'une autre personne que lui tape sur son enfant pour la raison suivante. Si au moment de la correction de l'enfant de votre voisin tombe et meurt, qu'allez-vous dire à votre voisin? Il ne va jamais accepter vous avoir donné son accord pour punir son enfant. Et là, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Alors, la correction n'est pas au mieux de ne pas toucher l'enfant qui n'est pas le vôtre. Si l'enfant a fait quelque chose de pas bien, le plus simple, c'est d'aller voir ses parents et c'est tout. Il y a les gens qui marchent même qui sont dans la mort. Quand tu fais comme ça, ils meurent. Tu fais comme ça, la personne ne vit plus. Donc, le plus simple pour M. Lissouk, attachez vos enfants, qu'il n'ait pas de copains. Il reste là parce que même... sujet. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Vous ne pouvez pas. Pourquoi votre voisin taperait votre enfant? Il ne vient pas chez vous. C'est justement parce que les enfants ont entretenu des relations. Amenez, conservez vos enfants chez vous. Je vais un peu jouer la mauvaise foi sur ce plateau ce matin. Permettez-moi d'ailleurs de le faire parce que je vous ai senti tout de suite, voilà, dans l'assentiment lorsque les différents messages faisaient état de ce que si on refuse le droit ou le devoir même à un voisin de corriger son enfant par une punition corporelle, qu'on soit même à accepter que cet enfant, que ce voisin ne porte pas secours à l'enfant si jamais l'enfant subit un malaise. Mais sauf que je vous dis que dans le deuxième cas, celui que j'ai mis en lumière à l'instant, il pourrait être condamné pour non-assistance à personne en danger. J'ai fait de la mauvaise foi. C'est même ce qui est prévu. Je fais de la mauvaise foi. De la même manière, l'État du Cameroun fait de la mauvaise foi. J'ai dit, vous êtes aligné dans les orientations malsaines, j'ai dit bien orientations malsaines du système des Nations Unies. Et ça, sachez donc que nous sommes là en train de déconstruire notre société. Vous ne pouvez donc pas porter plainte contre quelqu'un pour non-assistance personne en danger. Au même moment, vous dites il ne peut pas vous aider à redresser la société. Ça, il y a une ambiguïté, absolument. Je crois que oui, absolument. On a toujours l'impression... Ça devient une société de plaideurs. Parce que dans l'un ou l'autre cas, il y a possibilité d'ester en justice. Dans le premier cas, c'est pour avoir infligé une correction corporelle à mon enfant. Non, pourquoi on pense que tout peut se régler par la violence? Pourquoi on n'a pas dit tout? Comment vous la punition idéale, c'est la correction corporelle. Ça, c'est vous qui le dites. Non, parce que même quand je lis les réactions, non, il peut avoir, je ne refuse pas qu'il y ait correction.
Mais je dis, c'est au niveau de la méthode. On peut avoir une autre correction. Mais interrogez donc la méthode. C'est vous qui allez ajouter. La correction corporelle. C'est vous qui avez mis l'assassinat. Vous sans interroger la méthode. D'accord. La maman de Poupina a donné 5 coups à chaque garçon. Elle, on vous a dit qu'elle a donné des coups de poing aux garçons? Non, bon. Mais attendez, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas parmi tant d'autres. Non, si vous parlez assassinat, ça veut dire que vous-même, vous tapez votre enfant à la maison avec la machette? Non, sauf que... Vous avez la race. Oui, mais les parents prennent sur lui. Oui, les parents prennent sur lui. À chacun, c'est... Vous tapez votre enfant avec la machette. Les parents prennent sur lui, mais c'est très pas que le même que c'est ailleurs. C'est sur cette note d'une excellente pensée ingénieuse de Laurent Benga fait son enfant à la machette à la maison tranquillement qu'on va se dire madame monsieur de passer une très bonne journée, surtout pas à la machette sur Equinox Télévision, surtout pas parce que nous sommes la télévision chantre de la paix et de tout ce qu'il y a comme cohésion sociale. En ce qui nous concerne, on revient demain lorsqu'il sera 10 h. Que Dieu bénisse le Cameroun.